Je vais être tout à fait honnête. Oui, le fait qu'ils aient classé de gauche à droite, Oui. moi je trouve ça très précis. C'est parfait. Et en vrai, le classement Le classement vraiment est... bon. Hein. Ouais, il est correct. Hein. Genre vraiment. Alors que Roussel, je pense que lui, il se voit à côté. Il va plus à gauche, ouais. C'est ça. C'est vraiment incroyable. En fait, ce document est un document historique très important pour comprendre la lutte des classes. C'est fou, hein. Bienvenue les gens qui arrivent, on va regarder le débat Bompard, Cranidos versus Roussel versus Tondelier Pizza versus Guettal versus Retail Facho versus Merdella. Oui, c'est le Royal Rumble de la politique, sponsorisé par le MEDEF. La musique. L'image. Par-dessus la troisième corde. L'image est exceptionnelle. Hein. Tu vois, les gens de gauche, pas de cravate. Putain, j'avoue. Après, désolé, le plus beau costard, c'est l'homosexuel. Oui, bien sûr. Celui qui est le mieux habillé. Regardez pourquoi aussi. Après, Bardella, ça va. Non. Mais dans les codes Sartorio, les deux là, à chier, il dégage là avec son col à moitié caché au-dessus, machin, Bompard, c'est tellement catastrophe. Bompard. Attal, très très beau déjà, et puis il est pas bleu ciel, moi j'aime pas les costards bleu ciel, après c'est mon avis. Après, ça fait trop... faut pas que la pointe du... En fait, faut que la pointe du col soit en dessous de la veste. Oui, ça doit pas... tu dois pas voir la pointe du col. Ah oui, faut qu'elle sorte de... Je crois que c'est ça. Bref. Ok, d'accord. Apolline de Malherbe reçoit dans cette séquence. C'est Apolline de Malherbe en plus, je suis désolé. Mais ça va être incroyable. C'est exceptionnel, hein, le casting est magnifique. C'est Interville pour les patrons, les gens. Mais oui, c'est WrestleMania de fou, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un véritable débat des présidentielles avant l'heure, j'ose le mot, parce que chacun de vous, si une campagne commençait demain, qu'elle soit d'ailleurs pour les législatives ou pour la présidentielle, vous seriez sans doute soit celui qui l'incarne, soit celui qui porte cette campagne. La rentrée politique et économique, elle se joue maintenant, elle se joue ce soir. Quand le MEDEF m'avait proposé, Patrick Martin, d'animer ce débat avec les chefs de parti, j'ai bien sûr dit oui, parce que je me suis évidemment tout de suite dit que c'était inédit. Et je crois que ça l'est, de vous voir les représentants. C'est là que c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, quand même, les gens. Le MEDEF qui peut faire ça. Hein. Ouais. En vrai, qui d'autre que le MEDEF pourrait organiser un débat avec ce casting-là? C'est vraiment... J'avoue, il n'y a pas le PS. Oui, il y a le côté convocation, c'est ça. Et même, tu vois que en vrai, la vérité, c'est que Bompard, Roussel, Tondelier, ils n'ont pas peur de débattre avec des droitards, en général, des gens de gauche. Mais les droitards, ils n'aiment pas débattre avec des gens de gauche. Ouais. Genre, bref... Et par contre, les autres, tu sens que c'est parce que c'est le MEDEF qui l'organise que les Attal, Retailleau, Bardella, ils viennent, tu vois. Ouais. Parce et que puis tu vois, même si les gens de c'était gauche, Libé, vas-y, on va aller dans l'antre du capitalisme. Par exemple, Libé, je pense que, allez, peut-être Attal, mais Retailleau et Bardella, ils iraient pas, tu vois. Ouais. Genre, tu vois vraiment que le référentiel commun du débat en politique, au final, ça reste le MEDEF, quoi. Genre, c'est vraiment, je sais pas, genre, ça me terrifie. Entendre des 6 partis ensemble débattre. J'ai mesuré immédiatement le poids politique de cette rencontre, mais... Le Monde, ouais, mais c'est pas fait. Mais même à la télé, apparemment, ça aurait été diffusé sur BFM, mais à la télé, tu vois pas. Mais à part BFM, les gens, depuis les dernières dissolutions, on n'a jamais vu, même ne serait-ce qu'un débat Bompard, Roussel, Tondelier, ça n'est pas arrivé en fait. Personne n'a réussi parce que je pense que plein de gens ont eu l'idée. Attention, parce que des gens, moi je suis persuadé que c'est pas faute d'avoir essayé. Je pense que tu as plein de gens qui ont essayé de réunir une partie de ces gens-là, voire tous ces gens-là sur un plateau. Et il faut que ça soit le MEDEF. Je trouve ça deep quand même. Je sais pas pourquoi. Je vais être tout à fait honnête. Oui, le fait qu'ils aient classé de gauche à droite. Oui. Moi je trouve ça très précis. C'est parfait. Et en vrai, le classement est vraiment bon. Hein. Ouais, il est correct. Hein. Genre vraiment. Alors que Roussel, je pense que lui, il se voit à côté. Il va plus à gauche, ouais. C'est ça. Je n'avais pas imaginé que ce serait aussi aigu, aussi vital, j'allais dire, évidemment, dans le contexte actuel. Bonsoir, Jordan Bardella, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Marine Tondelier, Fabien Roussel, Emmanuel Bompard. Vous êtes le président du Rassemblement National, le président des LR, le secrétaire général de Renaissance. J'ai cru qu'elle allait dire Emmanuel Bompard, vous êtes le président du Rassemblement National. J'étais en mode, attends quoi? La secrétaire nationale des écologistes, le secrétaire national du Parti communiste français et le coordinateur de la France insoumise. La France peut-elle rester dans le jeu? Voilà. C'est dommage qu'il soit pas de gauche, Gabriel Attal. Pourquoi? Parce qu'il est gay, il est plutôt BG. Bah, il représente bien sa sociologie, moi je trouve. Oui, mais il aurait pu trahir sa sociologie. Oh, ça se fait plus, ça.
Le thème du débat ce soir. Alors d'abord, nos règles du jeu, et elles ont été édictées en accord avec chacun de vous. Vous avez accepté de débattre ensemble de l'avenir économique de la France face aux chefs d'entreprise français. Mais pourquoi il n'y a pas le PS? Je sais pas, je pense qu'ils ont refusé. Imo? Ouais, peut-être qu'ils se sont pas mis d'accord sur qui ils allaient renvoyer aussi. Vu qu'ils sont censés débattre sur leur programme. Et puis, je crois le PS, ça fait quel programme. Et puis le PS a pas tranché à quel point ils doivent haïr la FI. Ouais. Et du coup, je pense que aller sur un truc où ils savent pas, est-ce qu'on les termine? Non, mais surtout... Est-ce qu'on est un peu avec eux? Parce que en plus, le PS, vu qu'ils veulent être anti-FI, je pense que le risque sur un plateau comme ça, c'est de se retrouver dans la team de Attal, Retailleau et Bardella en chiant sur la FI. C'est à la fois ils veulent pas se retrouver dans la team FI, ils veulent pas se retrouver dans la team Attal. Du coup, ils sont en mode bon, ben on y vient pas quoi. Vous kiffez Attal, c'est une blague, oui, on vote pour lui-même. Ouais, on est macroniste là. On le suce. On va faire la campagne de Macron. Totalement. Posez votre diagnostic, vos solutions. L'avenir économique de la France, il commence tout de suite. C'est quoi ce plateau de Barjot? Mais oui, Toby. Et en plus, c'est passé inaperçu de fou. Putain, par contre, c'est vide, tout le monde s'en branle de leur histoire. Bah, c'est le MEDEF, hein. Genre, c'est fou, la taille de la salle, il y a personne. Bah, c'est te dire le peu de gens qu'il faut taxer pour être heureux dans ce pays, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment déjà, juste, Théma. Dans cette salle, il y en a combien à qui on veut tout prendre? Bah, tous. En tout cas, il va pas en rester beaucoup. Mais c'est vrai que là, il faudrait trouver la liste d'invités. C'est les premiers qu'on va taxer. Oui, la gauche qui fait des listes, comme dans les heures les plus sombres de notre histoire. François Bayrou était là il y a peu de temps et il l'a redit. Pour lui, la France est en danger. Tout le monde, je crois, a conscience de la crise politique, démocratique, économique à laquelle on fait face. Il a décidé de jouer sa peau. Pour lui, c'est la confiance ou le chaos. Et c'est au fond la question que je vais vous poser parce que vous êtes deux ici, et seulement deux, à avoir déjà dit que vous voteriez cette confiance. Gabriel Attal et Bruno Retailleau, les quatre autres. Ah, les suceurs. Bon, en même temps, il y en a un, il est au gouvernement. Et l'autre, il y était. Et l'autre, il est dans la majorité du gouvernement. Donc, oui, donc... c'est suceurs, quand même, suceurs. Vous l'avez déjà annoncé, vous ne voterez pas cette confiance. Alors la première question, c'est tout simplement de savoir si vous n'avez pas l'impression, les uns et les autres, de faire basculer le bateau, puisqu'il dit qu'il est en train de couler, de le faire couler totalement, Jordan Bardella. On n'en peut plus de son bateau de merde. Là, c'est vraiment, moi, quand il y a des trucs comme ça, pour moi, elle a reçu le mémo de 5 petits génies complètement cons qui ont trouvé cet élément de langage de les gens, faut qu'on leur fasse comprendre pourquoi c'est pas bien. En fait, on pourrait faire comprendre au peuple, pour faire de la pédagogie auprès du peuple, on pourrait peut-être faire la métaphore du bateau. C'est les vacances, les gens sont allés en bateau en vacances. Ils n'ont même pas besoin de ça. C'est que quand un homme politique qui fait une métaphore, ils sont en mode « Oh, c'est imagé! Oh, mais ça résume tout, c'est vrai que cette métaphore... » Ils commencent à gloser là-dessus, ils n'ont pas besoin d'un petit génie qui leur envoie une note. Non, mais en tout cas, il y a un petit génie qui a dit à Bayrou « Fais la métaphore du bateau » et qu'ils veulent faire couler le bateau, et comme ça, tous les journalistes, ils répètent en chœur comme les petits suceurs qui sont, quoi. Le capitaine de pédalo. Permettez-moi d'être direct, puisqu'on est aujourd'hui face à des chefs d'entreprise qui aiment aller vite prendre des décisions. Si vous, chef d'entreprise, vous aviez géré vos sociétés comme le pays est géré depuis 8 ans et plus, vous seriez très certainement en liquidation judiciaire. Bah, il a pas tort. Bah, ouais. Après, moi, là où ça reste un petit libéral de merde, c'est que je pense qu'il y a une bonne partie, il faudrait les mettre en liquidation judiciaire, là. Oui, quand même. En tout cas, une liquidation judiciaire qu'on appellerait réquisition, nationalisation. Voilà, ça serait pas le même mot. Et puis surtout, ça veut dire que son référentiel économique, c'est on va gérer la France comme une entreprise, c'est du Macron, quoi. Oui, mais le sous-entendu, c'est que même ça, il l'a mal fait, quoi. Je sais à quel point l'incertitude, l'instabilité du moment est probablement, pour vous, le pire boulet qui est aujourd'hui attaché au pied de notre nation et au pied de notre pays. Ok, j'ai sa strat. En gros, vu qu'il y a le petit mood là pour ceux qui n'ont pas suivi avec le 10 septembre, avec Bayrou qui va pas avoir le vote de confiance, t'as une petite musique dont on a déjà parlé qui est oui, mais là le problème c'est que l'instabilité en France inquiète les marchés et nous les patrons on a besoin de sûreté pour pouvoir faire du business, mon cul, ma bite, machin, etc. Et du coup lui sa strat c'est mais vous avez raison d'être inquiet. Mais ce n'est pas de notre faute, nous qui allons nous battre contre Macron. C'est de la faute de Macron que vous allez vous retrouver dans cette situation. Alors qu'avec nous, le RN, en plus de virer tous les Noirs et les Arabes, on va sucer la bite du patronat. Ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, le patronat est tout à fait
d'accord pour que les fascistes aient le pouvoir, puisque de toute façon ils savent qu'ils vont continuer à laisser faire du business. Oui, ils vont se dire c'est bon, on peut les ce qui les inquiète, c'est l'autre côté du plateau. C'est plus allez peut-être Roussel un peu quand même, parce que les communistes frère, c'est à partir de Tondelier qu'ils ont peur. Ah ouais, ils ont même peur de Tondelier. Bien sûr, les Khmer verts, etc. Rappelle, c'était réactionnaire de fou. Alors qu'ils sont trop cons, alors que les verts, si tu leur mets une pastille verte sur une connerie libérale, ils l'achètent tout de suite, ils sucent. Oui. Alors qu'eux, ils sont en mode elle va nous empêcher de faire du béton, alors qu'ils savent pas que c'est Bompard qui va faire ça. Ouais. J'aimerais rappeler que face à ce chantage auquel s'est lancé le Premier ministre sur le thème Moi ou le chaos, qu'il y a 12 mois, il y a eu des élections législatives et que lors du second tour des élections législatives, un certain nombre de partis politiques se sont mis autour de la table et ont décidé de s'unir pour empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité et par conséquent pour priver le pays d'une majorité claire, d'un cap clair pour avancer. Et voilà. C'est à cause de la gauche qu'on n'a pas de majorité claire et en fait, si on était au pouvoir, au moins ça filerait droit. J'ai cru que t'allais faire un salut nazi carrément. Bah non, j'étais terrifié que t'envoies ton cœur. Rien ne peut émerger de solide, de stable, de durable dans ce Parlement. Par conséquent, moi je plaide pour une solution la plus démocratique qui soit, c'est le retour aux urnes. Soit par une nouvelle dissolution de l'Assemblée. Vous l'avez pas gagné la première. C'est là que tu vois qu'ils sont dans un truc de allez, on y reva. Ah oui, la dernière fois, ils nous ont dit qu'on allait gagner, on s'est fait baiser. Là, on va y retourner, etc. Genre, c'est... Ça veut dire qu'ils ont abandonné Marine Le Pen inéligible. Ça veut dire qu'ils sont en mode tant pis. Ouais, et je pense aussi qu'ils doivent se dire que c'est leur seule façon de gratter un truc, c'est qu'ils sont pas en forme pour une élection nationale et que pour éviter le barrage à tout prix, t'es obligé de te reposer sur des législatives où il y aura des triangulaires partout. Ouais. Et comme ça écarte un peu plus, ça divise plus les forces en face. Étant entendu qu'il faudrait éviter peut-être de faire des accords contre nature au second tour et d'accepter la volonté des Français, soit par une nouvelle élection présidentielle. Entre nous, je ne vois aucune autre solution. Mais surtout que là où il est bête, c'est qu'il fait ouin les accords contre nature, ça respecte pas la volonté des Français. Bah si les Français ils ont voté pour faire barrage, c'est que c'est leur volonté. Ah non, ça y est. Là, je vois le zinzin soumis. On a gagné le déni de démocratie. On avait gagné les élections. Ah non, personne n'a gagné. Oui, allez. Mais on est d'accord que son élément de langage, c'est en gros, parce qu'il est en mode si la gauche fait pas l'union, ce sera gratos pour nous, tu vois. Sauf qu'en fait, il est là, en mode la volonté des Français, en mode les Français ont voté contre leur volonté à cause des partis de gauche qui se sont unis. Oui. C'est un peu bête. Oui, je suis d'accord. Voilà. Pour retracer un cap, offrir une vision au pays et remettre le monde économique sur le chemin de la lisibilité et de la stabilité. Le mot incertitude, le mot chaos, ils ont été prononcés aussi par Patrick. Je suis complotiste. Pour moi, ils ont filmé le Renoir du MEDEF parce que Barbella parle. On est d'accord. Ils ont trouvé une meuf et un Renoir. On est d'accord. Bien sûr, mais... Face à cette période qui s'ouvre, est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir une responsabilité là-dedans, Marine Tondelier, et ensuite chacun de vous? Mais les écologistes ont toujours eu une attitude responsable, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai lu dans le Figaro le récit du début de votre événement et les déclarations des chefs d'entreprise. J'ai lu qu'un chef d'entreprise disait « on en a marre de fêter des pendaisons de crémaillère à Matignon ». Bon, la différence, c'est que nous, on n'est pas invités. J'ai aussi lu des chefs d'entreprise qui faisaient part, c'était assez unanime, de leur inquiétude pour le contexte économique du pays. Et je rappelle que, oui, M. Bayrou a dit que la France était donc un bateau dont la coque était percée et où les oppositions diraient en gros, ne t'inquiète pas Simone, tout va bien se passer. Bon, Simone est inquiète, mais les chefs d'entreprise sont inquiets aussi, et nous on est inquiets aussi, tout le monde est inquiet. Et ce que ne dit pas M. Bayrou, c'est que ce bateau, le capitaine est Emmanuel Macron, et que tout l'équipage également est macroniste. Et donc que si la solution quand ce bateau part à la dérive, c'est de laisser les mêmes aux commandes, ça ne fonctionne pas. Elle a noté ça, elle est en train de lire ses notes. Elle a noté son truc de... Tu vois, j'avais un bon instinct de pas partir en métaphore bateau. Bah, Tondelier, elle l'a fait, ça pue la merde. J'ai aussi entendu Monsieur Bompard, pas celui de la France Insoumise, celui de Carrefour, Alexandre, dire que, et il n'a pas été le seul, qu'au moment de la dissolution, ça avait dévissé dans l'économie. C'est aussi le moment où ça s'est emballé sur l'écart, par exemple, dans les taux d'intérêt France-Allemagne. Ça a été un moment de rupture économique. Et c'est pas nous qui l'avons provoqué, c'est un président de la République qui a décidé tout seul. D'ailleurs, je crois que Monsieur Attal a été au courant après Pascal Praud, ce qui est quand même un problème. Ce qu'a dit Coquerel, tu vois, genre en mode l'instabilité, c'est Macron, les entreprises. En fait, moi je suis d'accord avec. En fait, moi je suis d'accord. Elle a raison en vrai. Non, elle a raison. Mais moi, mais je le reproche aussi à Coquerel. Moi, ce que j'aime pas avec cet argument-là, c'est que ça sous-entendrait que si demain
Mélenchon était élu et qu'on gagnait des législatives, il n'y aurait pas d'instabilité. Alors que c'est évident qu'il parierait contre la France et tout. Qu'il y aurait des paris contre la France, que tu aurais une sanction des marchés contre la France, qu'il y aurait un contre-feu. À la première nationalisation, putain. En fait, c'est ça. Et du coup, je me demande à quel point c'est pertinent de dire que l'instabilité économique, c'est Macron. Sous-entendu, nous, les marchés et le capitalisme et le libéralisme resteraient stables et seraient contents. Genre, à la limite, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un discours à avoir aussi sur les marchés où, au moindre soubresaut politique, ça veut dire que presque... Est-ce que l'analyse qu'il n'y aurait pas à avoir, c'est de dire que avoir une vie politique, avoir des mouvements en politique, c'est-à-dire avoir des nominations, des destitutions, avoir des changements d'orientation politique, que les marchés se permettent... de sanctionner dans la démocratie et de sanctionner la vie politique d'un pays. Ça veut dire que le marché se permet de se dire que un peuple qui va voter, qui va faire des élections, c'est légitime de s'en inquiéter, de sanctionner le pays, de faire des trucs, tu vois. C'est ça le problème. D'autant que c'est un peu l'argument d'Aurore Lalucq de regardez les marchés qui ont dévissé les responsabilités de Bayrou. C'est vraiment l'argument de place publique de dire les marchés ils sont pas contents, il faut rentrer au bercail, quoi. Alors que les marchés on les emmerde. Si on a envie de voter toutes les 3 semaines, on vote toutes les 3 semaines, ils vont rien dire, ils vont rien faire. Oui, je suis d'accord. Vous êtes trop trauma par la Grèce, en Espagne ça s'est bien passé. Alors... Attends, en Espagne ça s'est bien passé, tu te fous de la gueule de qui ? T'es au courant que genre tous les jeunes espagnols ils se barraient du pays à ce moment-là ? Genre la vérité c'est juste que l'Espagne avait encore un petit peu d'industrie qui pouvait lui faire tenir contrairement à la Grèce, mais genre l'Espagne ça a été la dèche. Genre c'est... Et en plus les gens, ils se sont tapés littéralement une région qui voulait faire sécession. Genre. Et en plus de tout ça, ils sont espagnols. Ça veut dire qu'ils ont à manger que des tapas et des omelettes trop cuites avec des patates dedans. Après le jambon, le Ramon là, en vrai c'est de la frappe. Oui, ça a dévissé au moment de la dissolution et ça a dévissé pendant 3 mois sur les carnets de commandes, sur les investissements. C'est vous qui le dites. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette dissolution, il y a eu le temps des élections et puis il y a eu de l'obstruction pour nommer. Sur la décision que vous prenez aujourd'hui. Oui, mais et attendez, les conséquences et la question ce pays a une histoire. Les choses viennent de quelque part. Quand on dit aujourd'hui il y a une dette de 3 000 milliards d'euros, elle était à 2 000 milliards d'euros au début du mandat. Et c'est pas nous qui étions ni président de la République, ni à Matignon, ni nulle part dans le gouvernement. Donc je veux bien qu'on explique que tout est de notre faute. Et comme l'a dit François Bayrou hier, il n'y a pas d'autre méthode possible. Ça m'a rappelé Margaret Thatcher, there is no alternative. C'est pas un argument. Enfin, on peut pas convaincre des gens en disant en fait on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ça ne marche pas. Le MEDEF qui littéralement bande d'avoir une Margaret Thatcher à la française, mais oui, ça va leur faire peur. En fait, moi, je trouve ça ultra logique. Tu vois, c'est comme quand Coquerel, ils étaient partis sur le truc de là, faut qu'on aille regarder les comptes. Vous avez fait une dinguerie, vous nous avez fait perdre plein d'argent. Moi, je suis d'accord de pointer ça du doigt, de dire, en fait, de leur contradiction, de faire croire que c'est ceux qui sont contre la dette, qui veulent que le gouvernement dépense moins d'argent et de se rendre compte qu'en fait, ils en dépensent encore plus que les autres, etc. Moi, ça, je trouve que c'est bien parce que ça montre leur hypocrisie et leur contradiction. Mais ce que j'aime pas, c'est le petit sous-entendu que nous, on ne créerait pas de dette et que nous, on saurait réduire les dépenses de l'État, machin, etc. Alors que moi, je m'en bats les couilles. La dette, moi, je trouve que la vraie strate, c'est d'emprunter aux banques et un jour, on leur dit « Bah non, je paye pas et tu vas rien faire. » Ouais, mais ça, faut pas le dire au patron, ça. Ah oui, bon, MEDEF, ça va peut-être c'est con de dire ça. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être pas une bonne strate. Ouais. Alors par contre, les gens, vous croyez que c'est une blague, mais c'est une vraie... Ah non, mais c'est... Le fait de dire on paiera pas la dette, il y a plein de gens à une époque à gauche, c'était ultra la méta. Bien sûr. Les gens, de dire mais on s'en branle, on les paiera pas. Mais rien que... On les emmerde. Même rien qu'en Amérique latine. En Amérique latine, une fois que les pays sont revenus à la démocratie après les dictatures, bah il y a le FMI qui s'est ramené en mode par contre vous êtes endettés. Et du coup les gens qui étaient en mode bah non, c'est une dette qui a été contractée par les dictateurs, en fait ils étaient illégitimes, c'est pas la dette du peuple. Et il y a le FMI qui leur a dit bah si tu vas payer, tu vas niquer ta mère. Donc mais c'était vraiment un truc à gauche de dire non, on va pas payer la dette est illégitime. De toute façon la dette n'est pas faite pour être payée, c'est le principe du fonctionnement du capitalisme financier, donc non. Et en Islande aussi, quand ils ont boursicoté et qu'il y a eu la crise, contrairement à la France, l'État a dit on ne paiera pas pour les conneries des boursicoteurs aussi. Ouais. Je me rappelle plus exactement comment ça s'est produit. Enfin, genre il y a eu en vrai il y a des décisions politiques possibles pour dire mais attendez, on va pas payer les pots cassés des capitalistes quoi. Fabien Roussel, Manuel Bompard, cette décision que vous avez prise de ne pas voter la confiance, elle est cohérente. Bompard, il est pas con, il attend que Roussel réponde
avant de prendre le micro, lui, en mode allez-y, dites vos conneries, comme ça je saurais pas quoi dire. Texte actuel, est-ce que vous acceptez cette alternative? Est-ce que c'est en effet la confiance ou le chaos? Mais on peut pas réduire. Moi, je trouve ça ultra deep. Que pour eux, on parle même pas de dissolution, il n'y a pas d'élection. Juste ne pas voter la confiance et donc que Macron nomme Yael Braun-Pivet à la place de Bayrou, pour eux, c'est déjà le chaos. Ça veut dire que, tu sais, c'est vraiment le niveau d'inertie qu'ils exigent de la politique, le truc de il ne faut rien faire, rien toucher, rien changer. C'est vraiment impressionnant. On dirait que là, on va faire tomber la République, qu'on va nationaliser, faire le socialiste. Non, calmez-vous. Bayrou va sauter et il va nommer un autre gouvernement de macronistes. Détendez-vous, tout va bien se passer dans votre monde de FDP. C'est bien pour ça que le capitalisme apporte le fascisme. Hein. C'est que si dès que le peuple s'exprime, c'est le chaos, il faut arrêter tout de suite, bah dans ce cas, oui, d'accord, dans ce cas, mettez direct un régime autoritaire. Quoi. Oui, c'est ça, oui, de fou. Genre, mais eux, en fait, c'est des Pinochets, quoi. Vraiment ça. Leur idéologie rêvée, c'est ça, quoi. C'est un fascisme libéral. C'est vraiment l'élément de langage que Macron envoyait à tous les médias. Ouais, mais en même temps, Macron n'aurait pas envoyé l'élément de langage que les médias l'auraient pris parce que les journalistes sont des bourgeois qui ont peur dès qu'il se passe ce genre de truc. Hein. C'est deep. La situation de notre pays a la confiance. En tant que patron, pourquoi t'es pas allé au débat? C'est vrai que moi, pourquoi le MEDEF, il me demande pas mon avis à moi? Bah, tu cotises au MEDEF? Ouais, je crois que je vais cotiser au MEDEF, moi. Adhérer au MEDEF Paris. Oh. Pour rejoindre, faites entendre votre voix. Participez activement à la défense des intérêts. Sortez de votre isolement, partagez vos expériences avec d'autres décideurs. Soyez mieux informés. Décideur. Mais t'es pas un décideur, toi? Appelez pour votre adhésion. Votre cotisation est calculée sur la base du nombre de salariés au 1er janvier. Donne droit à une déduction fiscale. Elle passera en charge déductible du résultat imposable de votre entreprise. Il suffit de l'inscrire au compte de frais divers de l'exécutif. Mais attendez, on est d'accord qu'il faut absolument qu'on adhère au MEDEF. Mais attendez, je pense que c'est du génie d'adhérer au MEDEF. On va faire le courant maoïste du MEDEF. Dossier d'adhésion. On va tellement adhérer au MEDEF. Secteur d'activité, Internet, digital numérique. Oh. Vous responsable, votre assistant, votre service compta. DG, DRH, autre DF, contact. DIRCOM, dire d'affaires publiques. Bon alors on a quoi nous? La cotisation. Partie fixe de votre cotisation hors holding. Le présent barème ne s'applique pas aux holdings. Ah, parce que les holdings, il y a moins de salariés. Du coup, pour adhérer pas cher, t'as une boîte de 200 salariés, tu mets ta holding où vous êtes 3, et comme ça, tu payes la cotisation. Nous, on serait à 1600 balles. Oh non, ok, c'est marrant, oui. 1600 balles. Ah ouais, non, c'est... Oui, non. 1600 balles pour Zawa Prod. Par an, je pense. Oui, je crois que c'est à l'année, oui. Oui, vu que c'est sur le 1er janvier, donc... Par chèque bancaire ou par compte? Oh. Bon, bah en tout cas, on n'ira pas aux réunions du MEDEF, les gens, c'est trop cher, désolé. En plus, vous imaginez Raz aux réunions du MEDEF? Bah, moi, je pense que j'ai des choses à dire. J'ai une voix à porter au MEDEF. La France est un beau pays. La France a plein d'atouts. La France a plein de richesses, plein de talents, plein d'énergie. Or, année après année, politique après politique, gouvernement après gouvernement, on voit la France s'enfoncer dans la crise. Alors que les... Il fait du populisme nul. Ouais. Oh là là, on a plein de Français qui veulent entreprendre et en fait, on les aide pas. Les défis face à nous sont immenses. La guerre est en Europe. On a un président, une administration américaine dure avec le continent européen. On a besoin d'une France forte, une France unie, une France prête à affronter toutes ces situations. Mais si elle se retrouve sans Premier ministre, mais on a budget, face à nous un gouvernement, des gouvernements qui nous affaiblissent, qui affaiblissent notre pays. On est au bord du déclassement et on a des Français, des concitoyens, des salariés qui sont épuisés, des chefs d'entreprise eux-mêmes qui n'ont pas de lisibilité sur... Mais je veux dire, comment tu devines que ce mec est communiste? Oui, genre, franchement, je l'entends parler, je me dis, ouais, il a l'aile droite du PS, quoi. Vraiment, je ne comprends pas comment tu peux avoir des cocos sur Twitter qui viennent faire des leçons de révolution et de position de gauche aux insoumis quand leur porte-parole, c'est ce mec. C'est une folie, hein. Genre, parce que là, sa strat, c'est de dire, vas-y, je suis chez les patrons, je vais les mettre dans le tas, quoi. De ah là là, les pauvres patrons, etc. Ouais, il essaye de sucer tout le monde. Je sais pas. J'espère que Bompard, il va pas faire ça. Hein. On a besoin justement d'avoir un cap nouveau et de sortir
des dogmes dans lesquels notre pays est enfoncé depuis des années, et donc de sortir des politiques qui ont creusé le déficit, qui ont abîmé nos services publics, qui ont désindustrialisé la France, qui nous ont fait perdre nos atouts, y compris en matière énergétique. On a besoin d'une France forte et d'un État stratège qui intervient, qui planifie. Là, c'est devenu trop communiste pour eux. Là, ils ont entendu État stratège dans la bouche de quelqu'un qui dit parti communiste. Là, c'est en mode là, c'est la fin de la liberté. Ils vont nous diriger, ça va être autoritaire, le retour de Staline, quoi. Oui, c'est ça. Après, parce qu'il faut se rappeler aussi que les patrons, ils sont sensibles. Ils sont un peu à fleur de peau, les pauvres. Dès que tu leur parles d'État, ils sont en mode... Et alors là, tu dis État stratège, je me suis dit, c'est fini, là. C'est finito. Alors qu'en vrai, c'était un peu l'argument de Macron, un peu l'État stratège, non ? Oui, mais ils sont dans la salle, les gens qui ont vendu nos boîtes. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que là, remettre sur le... Moi, en fait, il a pas tort que depuis des 20, 30, je sais pas combien de temps, l'État accompagne le libéralisme, les délocalisations et le fait que globalement, la destruction des services publics et surtout les entreprises qui se permettent de faire tout et n'importe quoi, de faire des plans sociaux, de virer les gens. Sauf que c'est pas l'État qui oblige les mecs dans la salle à le faire. C'est que c'est vraiment la politique qui veut le faire. Pourquoi tu le mets à l'envers ? Je voulais voir ce que ça faisait si c'est à l'envers. C'est moche aussi. Ouais, c'est dégueulasse. Oui, je suis d'accord. Mais du coup, genre, il est dans un truc de je vais pas les vexer, quoi. Il est vraiment dans son truc de je vais y aller tranquille, quoi. C'est notre combat et c'est la raison pour laquelle, moi, la question, c'est pas de savoir si Monsieur Bayrou doit rester à la tête du gouvernement. Il y en a certains sont obsédés par les élections. Moi, je suis obsédé par une idée. Par les élections parce que tu les perds toutes. Donc, même ta propre législative, tu l'as perdue, frère. Ce qui est important pour nous, c'est avoir un changement politique, un cap nouveau pour la France et de trouver le moyen d'être rassemblés. Et vous allez pouvoir débattre. Quel cap ? Pour faire quoi ? Un État stratège, ok, bon, pourquoi pas. Ouais, bon. Globalement, je le trouve nul. Mais en fait, il y a quelqu'un qui dit j'espère que Bompard il va clip farmer, on s'en branle, ils voteront jamais pour nous. Moi, je suis d'accord que là, tu mets Mélenchon. Tu trolls. C'est comme quand il va dans les écoles de commerce ou quoi, et qu'il est en mode je suis en terrain ennemi, vous êtes les enfants de la bourgeoisie, les enfants de la bourgeoisie, on vous lave le cerveau dans ces écoles. On vous dit que la loi du marché est au-dessus de tout, et moi je viens un peu vous bousculer. Et là, il serait vraiment en mode... Ouais. C'est comme quand il avait eu le prix de je sais plus quoi, il dit « Je comprends pas que vous me donnez un prix alors que tous les gens qui sont dans cette pièce, je vais vous prendre tout votre argent. » là. Tu te rappelles de cette scène-là ? Oui, c'était quoi déjà ? Il arrive, il dit « Je comprends pas que vous m'ayez nommé comme homme politique de l'année alors qu'il n'y a pas une seule personne dans cette pièce à qui je veux pas prendre tout son argent. » J'espère que Bompard, il va un peu reprendre... C'est pas Mélenchon, il est pas... Oui, c'était à GQ, exactement. Donc en gros, c'est GQ qui donne... l'homme politique de l'année à Jean-Luc Mélenchon. De quoi le plus, le cocotier Et regardez la réaction de Mélenchon. De faire tomber le convoité prix de l'homme politique. Regardez le GOAT. Ah ouais. Regardez le GOAT qui arrive. Il faut le tenir en plus. Faut le tenir en plus. Faut le tenir en plus. Faut le tenir, votre machin là. C'est lourd quand même, votre connerie là. Ne pas le porter non plus là. Ah, c'est magique. Mesdames et messieurs, l'humble roturier que je suis. L'humble roturier que je suis. Oh là là, seconde. Ah, c'est vraiment prime là. Je me réjouis d'être dans la noblesse de l'entre-soi que je vois devant moi. Il est vraiment venu pour les insulter, mais c'est grave. Je ne voudrais manquer à aucun de vos usages. J'ai noté qu'on a commencé dans la langue de l'occupant. Je veux y souscrire. Parce qu'il parlait en anglais. La langue de l'occupant. C'est magique. Non mais c'est trop un jeu. Vraiment. C'est vrai que quand il faisait 12%, c'était l'homme politique de l'année. Et maintenant qu'il fait 22%, c'est l'homme le plus détesté. Quoi, oui. Comme quoi. Ladies and gentlemen, I would not be a bad liar this night. Yes, I am very dangerous. Mais putain, ça vient de là, le I am very dangerous, ok. Putain, c'est exceptionnel. C'est magique. With my greyed bushy hairs and my teddy bear face, je me demande ce que vous avez bien pu me trouver.
en 2012. Je ne peux pas me comparer aux autres vainqueurs, le maître. En cuisine, je suis imbuvable. Je pourrais me comparer aux mathématiciens, puisqu'aucun d'entre vous n'arrive à comprendre comment je compte rembourser la dette sans la payer. Oh là là. C'est pas oui, c'est ça. Il arrive en Rorschach. Ah oui, vraiment, ce n'est pas moi qui suis enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi. C'est vraiment Rorschach en prison. Ah. Je sais pourquoi je suis là. Parce qu'à cause de moi, vous avez failli vivre une scène qui en aurait été une, enfin. Imaginez Fabrice Lucchini fuyant la France devant Jean-Luc Mélenchon, président de la République. C'est autre chose que Depardieu fuyant devant Hollande. Voilà. Un one-man show, quoi. Il n'y a qu'à lui que je peux me comparer. Parce qu'il est l'auteur d'une répartie qui m'a scotché l'esprit. Il jouait Fouché. Non, Talleyrand. Talleyrand et moi, nous avons un lien. Toute ma vie, je me suis entendu dire cette remarque. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Une des phrases préférées de M. Cahuzac. Talleyrand. Vous savez ce que Napoléon disait de Talleyrand? De la merde dans un bas de soie. Vous le trouvez excessif ou insignifiant? Je m'égare. Donc, je ne peux me comparer qu'à lui. Un peu comédien, beaucoup moins Cabot. Mais c'est très parti. Il joue Talleyrand, il est en train de parler avec Fouché, ce traître, et une jeune et belle femme tape à la porte qui s'impatiente de ne pas le voir revenir. Ils sont médusés. Oui, il lui explique qu'il ne sera pas là ce soir. Ça me fait trop rire, il leur fait un cours d'histoire sur Talleyrand, j'en peux. Il leur fait une conférence gesticulée. Et alors, qu'est-ce que tu réponds? Tu dis, après avoir dit des mots d'amour, il ferme la porte et il dit « Qu'est-ce qu'elle a bien pu voir en moi que je n'avais pas vu ?» En vous regardant, je me dis la même chose. Merci. Magnifique. Immense banger. Oui, c'est incroyable. Allez, bref. Manuel Bompard, est-ce que c'est le chaos ou la confiance? Bonjour, d'abord, je veux remercier. Alors d'abord, bonjour. Bonjour. Bonjour d'abord. Ah, Karen Bompard. Je crois que dans ce moment politique, là, c'est important qu'on puisse se parler avec franchise et présenter les différentes options politiques qui sont sur la table. Moi, je suis là pour vous parler avec franchise et donc la réalité, c'est la question de M. Bayrou. Derrière la question de M. Bayrou, c'est la question de la politique qu'il propose et donc du budget qu'il propose pour cette année. Et la question qui nous est posée, c'est de savoir si le budget que propose M. Bayrou pour cette année est de nature à améliorer la situation de notre pays. M. Bayrou peut dire c'est la confiance ou le chaos, mais les difficultés sociales, économiques, écologiques, démocratiques, internationales... Le bronzage de l'Assemblée est scandaleux. Ah ouais, il n'y en a pas un qui n'est pas bronzé. Hein. Les 3 mois de vacances des parlementaires, bref. Elles sont déjà là aujourd'hui. On a atteint dans notre pays un record historique de pauvreté. Pour la première fois depuis des années et des années, les émissions de gaz à effet de serre repartent à la hausse. Il y a des records dans les faillites des entreprises. Et ça, c'est pas le fait qu'on ne va pas voter la confiance de M. Bayrou. C'est vraiment genre, il a fallu, on a écouté Tondelier, on a écouté Roussel, il a fallu que ce soit Bompard qui parle d'écologie et de classe sociale. C'est vrai. Oh là là, on m'a dit que pendant les amphis, ça criait Cranidos à chaque fois que Bompard était dans les parages. Pardon Manu, on a créé un monstre. Mais non, attends, arrête, c'est bon, on l'a iconisé, ça va. Oui, bien sûr. Le budget de l'année qui vient de s'écouler, de l'année que nous vivons en ce moment, a déjà réduit à peu près la croissance par 2. Si le budget proposé par M. Bayrou devait voir le jour, il aurait encore des effets récessifs sur la croissance, et vous le savez comme moi. Parce que dans un pays dans lequel vous avez à peu près 50% de la richesse produite chaque année qui est tirée par la consommation populaire, si votre politique est une politique d'austérité économique, si votre politique est une politique de réduction du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, à la fin, ça se traduit, y compris pour les chefs d'entreprise, y compris pour les entreprises, par des carnets de commandes qui sont plus faibles, par une consommation populaire qui est plus faible, et donc par des entreprises qui ont des difficultés économiques. J'attendais le carnet de commandes. Le carnet de commandes. Ah, mais la France le carnet de commandes. C'est vraiment votre élément de langage poujadiste. C'est le carnet de commandes. C'est la seule chose que vous avez à dire. Est-ce qu'ils veulent, les patrons? Je sais pas, c'est d'avoir le carnet de commandes rempli. Le carnet de commandes, voilà.
Ah, vraiment, ça me fait trop rire. Oui, c'est votre buzzword. C'est vrai ou pas? Non, mais oui, en soi. Bah, en vrai, c'est vrai. Hein. Bah, c'est toujours. C'est la relance keynésienne. Voilà, c'est la politique de la relance. Politique de la demande. C'est ça. Et le truc de arrêter de vouloir vendre des réductions d'impôts ou des trucs aux entreprises. La vérité, c'est qu'il faut que leurs clients aient de la thune à dépenser, quoi. Ouais. Et c'est aussi une politique qui est censée être beaucoup plus une politique pour les petits patrons, quoi. Parce que si les gens ont de la thune à dépenser, bah, ils la dépensent. Ces gens-là, ils sont moins dans la merde. Après, en vrai, pour les petits patrons, mais aussi pour les grandes surfaces. Hein. En vrai, l'agroalimentaire et tout, ils bénéficieraient de frigo plein. Enfin, tu sais, en vrai, il y a plein de trucs. Parce que moi, je réfléchissais, tu vois, tous les trucs, par exemple, de baisser la sécu, de baisser les retraites, etc. C'est une politique qui est strictement à destination des fonds vautours et des fonds d'investissement qui vont se mettre à faire payer des mutuelles, des complémentaires santé obligatoires, ceux qui vendent des trucs dans le réel, ça les baise au final. C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, on te fait croire que tu vas avoir plus de pouvoir d'achat, mais en fait, tu vas le foutre dans le fait de payer ta mutuelle au lieu d'avoir la sécu. Et résultat, Carrefour, y a quand même, ils se retrouvent quand même avec des gens qui peuvent pas acheter des trucs, quoi. Après, on propose de monter les salaires en leur faisant les poches, ils sont pas cons. RSA, t'as raison, mais ceux de la salle, ça veut dire qu'ils veulent faire les poches des mecs qui font vraiment de la caillasse. Bah oui. Parce que le gazette, c'est de faire croire que ça veut faire les poches du petit boulanger qui a du mal à faire ses fins de mois. Oui, bon, MDR, quoi. Donc moi, évidemment que je vais voter contre la confiance de M. Bayrou, et ça sera le cas des parlementaires insoumis. Pour une raison simple, c'est qu'il faut changer, mais complètement, radicalement et totalement de logique économique aujourd'hui. On a besoin de faire l'inverse, la politique de l'offre, et pardon, je sais que ce que je vais dire ici peut-être ne vous conviendra pas, mais moi je préfère le dire avec franchise et avec honnêteté. La politique de l'offre qui est à l'œuvre dans ce pays depuis des années et des années montre à quel point elle nous amène aujourd'hui dans le mur. Et M. Bayrou propose de continuer cette politique de l'offre. Moi je pense qu'il faut faire l'inverse, une politique de la relance sociale, de la relance écologique, une politique de reprise des investissements publics, une politique de pouvoir d'achat qui permet ensuite de relancer la machine économique. Là, vous êtes en train de développer vos propositions. J'y vais direct parce que je pense que c'est le sujet important. Et donc, vous voyez bien que le sujet, il ne peut pas être posé en termes... Moi, ce que je pense, c'est que la responsabilité, c'est précisément d'empêcher le chaos. Et pour empêcher le chaos, il faut empêcher M. Bayrou de présenter son budget. Bruno Retailleau. Ok. C'est là la manière bizarre de circonscrire le débat. Bah oui. Ça veut dire que tu dois dire que tu veux pas voter le truc Bayrou, mais t'as pas le droit d'expliquer pourquoi. Il faut expliquer pourquoi, mais faut pas expliquer l'alternative. Le pourquoi, c'est parce qu'on veut faire différemment. Du coup, naturellement, t'expliques différemment. Vous allez pas commencer à dire ce que vous voulez faire politiquement. Hein, oui, mais c'est le sujet. Est-ce que, en prolongeant, en continuant, on peut quand même proposer une rupture? Bruno Retailleau. D'abord, je ne voterai pas puisque je suis ministre. Tout à fait. Je crois à la séparation des pouvoirs. Vous avez également votre casquette de président d'LR et ils auront leur rôle à jouer. La liberté et l'ordre, ce sont deux frères siamois ou deux sœurs siamoises. Moi, je pense qu'on est arrivé au bout d'un système. La question qui sera posée le 8 septembre, c'est pas de voter pour ou contre messieurs Bayrou. Ils doivent bien s'engueuler. Hein. Mais du coup, ça veut dire que c'est quand même un peu un handicap, non? Bah oui, du coup. Du coup, c'est un peu un handicap d'essayer de concilier les deux. J'avoue que quand il parle, j'ai l'impression qu'il parle en allemand. Mais gros, il a une tête de nazi, frère. Tu vois, c'était comme... Il y a des gens, ils ont une tête de nazi. Tu te rappelles le préfet, l'allemand, là Oui, parle. Le préfet l'allemand, tu te rappelles de lui? Ouais. Lui, c'était vraiment... Il avait une tête de nazi, quoi. Je vérifie un truc. Non, mais attends, quoi? Non. Regarde un peu dans le même sens que lui pour voir un truc. Fais la même tête un peu pour voir un truc, vite. Attends, mais comment il met ça? C'est là que tu vois que la bourgeoisie fait du mal, hein. Pas du tout. Mais il a le teint cireux et tout. Même niveau airline et tout. Non, mais tout de suite les comparaisons. Au moins, elle est solide, hein, à son âge. Vous avez une photo de Retailleau jeune, les gens, juste pour voir un truc vite fait? Oh non, alors non, je suis désolé, non. Alors déjà, non. Non mais attends, regarde, attends. Non mais regarde les chicots, il a pas de menton. Non, par contre, t'as une plus belle jawline. Bah oui, s'il te plaît, quand même, attends. T'es plus beau que lui du bas du visage. Oui, il a un grand front, les Cassandre, la airline. Mais au moins, la airline, elle tient. Hein. C'est la preuve que... Voilà, le haut du visage, il se passe autant le bas, je suis d'accord avec toi. Non, mais parce le haut que moi, du visage, il se passe j'ai des magnifiques sourcils.
qui épouse mon arcade. Non, mais t'es plus beau que lui, bien sûr. Bah oui, merci, s'il te plaît. Non, mais oh. Ça n'est pas un référendum, c'est de partager un diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut non pas le réparer, le système, il va falloir changer de pied, évidemment. Mais ça sera pour 2027. Simplement, ce que moi j'observe, c'est qu'on ne peut plus vivre dans un système, et ce sera la rupture, qui est un système social-étatiste. C'est tout. Je me souviens de la phrase de Ronald Reagan que vous avez en mémoire, qui décrivait assez bien la situation française il y a plus de 20 ans. Voilà, tout ce qui bouge, on le taxe. Ce qui bouge encore, on le réglemente. Et ce qui ne bouge plus du tout, on le subventionne. On en est là. Donc, il faudra impérativement... Et il se fait applaudir en citant Reagan. Mais tu vois, c'est pour ça que quand Tondelier elle a cité Thatcher contre son camp, hein. C'est vraiment genre bien sûr, les gens ils sont radicalisés. Reagan a fait exploser la dette US, mais en fait tous les gouvernements de droite font exploser les dettes partout. Genre c'est le nazisme de la salle, oui, parce que oui c'est ça, c'était Reagan la stratégie liée à Altwater, on est d'accord ? La stratégie liée à Altwater où il a dit en gros on dit plus Nmo, on commence à parler des pauvres travailleurs, des machins, et en fait c'est toute la stratégie de faire que les travailleurs deviennent un dog whistle raciste pour les États du Sud, pendant que pour les États du Nord, ils voient pas le problème, etc. Et ça a été toute la stratégie sudiste pour l'élection, je crois justement de Reagan, où genre ils ont fait des questions sociales un dog whistle raciste, et qui explique beaucoup de choses sur le RN aujourd'hui et toute la stratégie et tout. C'est horrible. Ouais, je retrouve l'extrait. Il a le droit d'applaudissements. Dire la vérité aux Français, sortir des boniments qu'on nous a racontés, et notamment la gauche, depuis des années. 1, travaillez moins, vous vivrez mieux. 2, la dépense publique, c'est ce qui fait la qualité des services publics. Si c'était le cas, on serait à l'avant-garde du bonheur universel. Et 3, la dette, c'est pas un problème. Voilà. C'est une ovation dans la salle du MEDEF. Mais elle est trop heureuse. Oh, c'est une ovation dans la salle du MEDEF. Les patrons sont heureux, alors c'est une ovation. Ils sont debout à applaudir. Et le mec a dit vraiment des banalités de droite, de dire ah là là, les services publics ça sert à rien, la dette faut pas s'en... Mais vraiment, oui, non, mais c'est une folie. Ces gens sont les gens qui se font le plus de thunes en France. Ils possèdent tout. Ils vous donnent des ordres tous les jours dans votre taf. Ah ouais. Voilà. Et... Oh là là. Et eux, ils vont vivre longtemps, hein, vous inquiétez même pas. Très concrètement, vous vous rendez compte l'an prochain, la richesse que vous contribuez à créer, vous les entreprises avec vos salariés, 50 milliards d'euros en plus en 2026. Si on ne fait rien, l'accroissement de la dépense publique, tout compris, ce sera 60 milliards. Donc vous voyez bien que la dépense publique, désormais, et la croissance sont totalement déconnectées. L'une est en train de cannibaliser l'autre et il faudra prendre un certain nombre de décisions. Mais au moins pourrait-on s'accorder sur le fait qu'on arrive au bord du gouffre. Vous savez, moi j'ai toujours été un opposant à Emmanuel Macron. Je me suis engagé dans un gouvernement parce que j'avais peur du pire, le chaos et aussi la gauche mélenchonisée. Donc j'ai pris mes responsabilités pour donner à la France un peu de stabilité. Mais demain, je pense qu'il faudra des ruptures encore plus franches. Gabriel Attal. C'est vraiment je précise. Je suis rentré au gouvernement parce qu'il fallait un petit peu plus de fascisme, mais demain, il faudra encore plus de fascisme, quoi. Mais en fait, ce mec, il ministre de l'Intérieur. Hein. Lui, c'est juste le policier en chef. Hein. Mais en fait, ils vont là-bas parce que c'est le seul endroit où ils vont se faire applaudir à la moindre phrase, en fait. Bah oui. Genre, c'est pour ça qu'ils vont au MEDEF. C'est le dernier endroit où les gens les aiment bien. C'est que c'est le dernier endroit où ils se font sucer la bite en disant leur banalité de macronistes, fascistes, dégénérés, quoi. C'est me terrifiant. Ça me fait ultra bader, c'est horrible. Je précise effectivement, pour ceux qui nous regardent en dehors de cette enceinte de Roland-Garros, que vous avez à 3 reprises donc applaudi Bruno Retailleau. Vous n'y aviez pas eu le droit, ni les uns et les autres. On verra Gabriel. Mais attends, mais c'est quoi ce niveau de sucerie dans laquelle elle est ? Elle a dit 2 fois qu'il se faisait applaudir et à la fin elle redit « Alors, je vais quand même bien préciser pour les gens qui n'auraient pas entendu, c'est le seul qui a été applaudi. C'est le seul !» Contre son camp, hein. Moi je trouve que c'est un immense contre son camp, en mode vas-y, oui, du coup, ok, vous êtes du côté des patrons, vous êtes du côté des parasites les gens, ils de sont la société, tellement quoi. soumis à l'idée que les patrons créent la richesse. Que la gauche veut prendre l'argent de ceux qui entreprennent et qui font un peu de thunes, et que eux c'est des smicards en intérim, mais ils ont l'impression qu'ils vont être à leur place avec leur film de fils de pute. Non mais arrête, les gens vont pas être pro-MEDEF juste parce qu'ils applaudissent Retailleau, frère. Faut oublier quand même que les gens ils aiment pas les patrons. Hein. Je sais pas. Arrête. Je sais pas. Arrête.
On a un pays de suceurs, on est perdu, on est finito. Ils vont voter pour Bardella et qui sucent la bite des patrons aussi. Oh bah ils auront ce qu'ils méritent. Gabriel Attal, à vous. Je vais peut-être vous surprendre, Apolline de Malherbe, en vous disant que la date la plus importante pour moi n'est pas le 8 septembre, c'est le 31 décembre. Moi, je veux que notre pays... Parce que c'est le nouvel an et que tu vas faire la fête ? Attends, je comprends pas. Non, mais là, j'ai l'impression que là, il a une punchline. C'est le budget. Là. Non, mais c'est le budget. 31 décembre, il y a un budget pour l'année prochaine. Voilà. Je le veux pas pour moi, je le veux pas pour nous, les politiques, je le veux pour vous, les chefs d'entreprise. Parce que qu'est-ce que vous nous dites ? Oui, et pas pour le reste du peuple français, oui. Mais vraiment, c'est vraiment le niveau... que pour les chefs d'entreprise, le budget. Hein. Le niveau de... Il dit ça sans honte. Genre, nous, notre politique, notre budget, nos décisions, on les fait pour vous. Pour les 1500 personnes dans cette pièce, de vieux grabataires en costard plein de fric. C'est vraiment incroyable. En fait, ce document est un document historique très important pour comprendre la lutte des classes. C'est fou, hein. Que vous voulez savoir à quelle sauce, pardon pour l'expression, vous allez être mangé l'année prochaine, en termes fiscaux, en termes normatifs. Parce que vous faites face à la concurrence et que vous avez besoin de visibilité. Donc la seule question qui vaille pour le 8 septembre, c'est pas chaos, stabilité, etc. C'est est-ce que faire chuter le gouvernement... Mais tu vois, et c'est là que c'est un mauvais droitard. Attends, c'est que la visibilité, c'est pas une année après une année, c'est sur le temps long. Oui, mais là, c'est des éléments de langage. Mais, oui, non, mais là, lui, il va dire faire tomber le gouvernement, alors que nous, on vous suce la bite, les entreprises, faites-nous confiance. Mais tu vois, c'est là où Retailleau est plus malin, parce qu'il dit, à l'avenir, il faudrait être encore plus vénère, encore plus nazi. Oui, encore plus libéral. Ouais. Alors que lui, il est en mode, non, mais si, moi, tout ce qui me va, c'est qu'on ait un budget, comme ça, vous saurez quoi faire cette année. Bah oui, mais en fait, ils peuvent pas planifier à long terme. Du coup, en fait, ils vont préférer le nazi qui leur permet de planifier à long terme. Est-ce que faire chuter le gouvernement le 8 septembre facilitera l'adoption d'un budget d'ici au 31 décembre dont les entreprises, notre économie et notre pays a besoin ? Je suis convaincu que la réponse est non. C'est pas vrai, comme ils vous le disent, que ça faciliterait les choses de faire chuter le gouvernement ou de retourner aux élections. On a besoin d'un budget. Vous nous demandez des solutions, ils vous disent 10 solutions. Nous, on vous propose de travailler à tous, toutes les formations politiques, pour être capables, alors ça sera peut-être pas le budget du siècle, il sera peut-être pas parfait, mais au moins de savoir comment on passera l'année en termes fiscaux et en termes normatifs l'année prochaine dans un contexte extraordinairement bouleversé à l'international. Ensuite, évidemment qu'il faudra une rupture, parce que le monde a changé. On s'efforce de faire tourner le pays avec un modèle issu de 1945. La France ne peut pas tourner en 2025 avec un modèle de 1945. Ouais, c'est vrai qu'en 1945, il n'y avait pas des remous internationaux. Il y avait vraiment... C'était pas bouleversé à l'époque. C'était pas du tout bouleversé au niveau international. Non mais 1945, ce qu'ils veulent détruire, c'est simple. Mais bien sûr, ils veulent détruire la Sécu et l'État, c'est tout. Oui, l'héritage du CNR. Oui, voilà, c'est juste qu'à l'époque, on pensait que l'État devait mettre sa main dans le bordel. Nous... On est là, vous inquiétez pas, faites-nous confiance. On va tout privatiser, vous allez faire du business. Et votre visibilité en termes normatifs et fiscaux, c'est juste vous inquiétez pas. On va continuer à baisser vos impôts et on va continuer à vous ouvrir des nouveaux business, la sécu, l'éducation. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. On va y mal le prendre, c'est leur année de naissance. Regarde leur tête, c'est très grave. Ah là là. Ces gens le nombre de tâches font la pluie et le beau temps en France. Ah ouais. Ils nous prennent tout notre argent, c'est à cause d'eux qu'on est pauvres. On est là, on sait qui c'est, on a leur nom et on fait rien. C'est une maladie, c'est grave. Le niveau de concession qu'on fait avec eux, ça me fascine. Genre on est vraiment leur moins cher. Ah ouais, c'est une folie. Genre on est vraiment là pour leur servir à s'acheter leur 5e maison et leur bateau. Genre c'est incroyable. Hein. Ah ouais, tout notre modèle institutionnel, social, économique a été construit. Applaudissements. Elle a dit ça encore. Applaudissements. Vraiment... Ah, tiens, applaudissements. Cette larbine du pouvoir. C'est incroyable cette meuf. On entend qu'ils applaudissent. C'est fou. Hein. À une époque qui n'a plus rien à voir. Pardon, mais après la Seconde Guerre mondiale, on avait une démographie qui explosait. Aujourd'hui, on a une population qui vieillit. Après la Seconde Guerre mondiale, on avait une économie qui était tirée par la consommation, le marché intérieur. Aujourd'hui, on a une révolution absolue qui est devant nous, on n'en a pas parlé pour l'instant, c'est l'intelligence artificielle. Après 1945... Du coup, comme il y a de l'intelligence artificielle, il n'y a plus de consommation ? Comme il y a l'intelligence artificielle...
il faut détruire la sécu. Et on peut plus se reposer sur la consommation populaire parce qu'il y a l'intelligence Parce artificielle. qu'il y a l'IA, et comme il y a l'IA, la gauche mélenchoniste est dépassée et va falloir supprimer les aides sociales et privatiser l'éducation. Je pensais à la crise climatique, mais ok, oui, genre c'est... Allô Ils sont malades. Hein. Ils sont malades. On parlait de météo, on ne parlait pas de dérèglement climatique. Tout ça, ça nous impose de changer profondément de modèle. C'est d'une réinvention de notre modèle dont la France a besoin. Et c'est à ça que je veux m'atteler avec Renaissance. Mais réinventer. Moi, ce que je trouve fou, c'est que vous avez le pouvoir, en fait. C'était lui le chanteur. Moi, ce que je trouve fascinant... Oui, c'est de fou, c'est vrai qu'il a la voix de chanteur de faux. Mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'ils ont le pouvoir. C'est que lui et Retailleau, ils sont en mode, surtout il faut changer de paradigme, il faut tout faire différemment, il faut changer. Ils sont au pouvoir, mais même depuis Sarko. Oui. Depuis Sarko, Hollande, mais tu peux remonter avant, mais au moins Sarko, Hollande, Macron, c'est eux qui ont le pouvoir. Ouais, et puis même, c'est eux qui... Et ils sont en train de nous vendre qu'il faut tout changer. Déjà, rien que depuis 2017, désolé, mais genre vous avez eu le temps de le réinventer, votre modèle. Vous avez eu 2 mandats. Allô ? C'est incroyable. Allez-y, vous disiez ? Non, je dirais à Gabriel Attal que quand même son modèle économique, ces 30 dernières années, il n'a pas beaucoup changé parce qu'on vit sur le même... Merci Fabien. Merci Fabien. Je t'en supplie, Franck Dubosc, fais quelque chose. Sors ta tête, ouvre ton frigo. Monte ton slip. Serre-nous fais quelque chose, je t'en supplie là. Au secours, emmène-nous au camping. Fais du pain perdu. Les patrons qui applaudissent sur ces inepties, oui. Non mais la vérité, les patrons, oui. Je pense qu'ils ont un réflexe de classe on applaudit les 2 mecs de droite business. Bah oui. Et on n'écoute même pas ce qu'ils racontent. Ils pourraient dire et ils applaudiraient. C'est incroyable. Parce qu'on vit sur le même modèle économique depuis 30 ans, 40 ans. D'ailleurs, même le Premier ministre l'a dit quand il a fait sa conférence de presse. C'est-à-dire, on est dans un... Après, bon, compte son camp, Franck Dubosc, parce que du coup, ça va encore plus dans le sens de Gabriel Attal qui dit « Oui, c'est pour ça qu'il faut tout changer et tout révolutionner. On va pas vous dire comment, mais on va tout changer parce que le monde change. » Un système de concurrence libre et non faussée en Europe, un système où on a continué, où on donne de plus en plus d'aides publiques aux entreprises, on va en parler, un système où justement, au nom des libéraux, on a dénoncé, vous avez dénoncé, M. Retailleau, M. Attal, vous avez dénoncé l'État-providence, l'État qui nous protégeait, l'État qui planifiait, tout ça, vous avez tapé dessus et vous avez aujourd'hui un État affaibli, vous avez des services publics affaiblis et vous avez des Français épuisés parce qu'ils sont menacés dans leur vie à cause des narcotrafics, à cause de l'insécurité, menacés dans leur santé parce que les... Wesh. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il vient nous placer les narcotrafics là ? Et là il a dit il y a le sentiment d'insécurité en France alors que vous parlez de ça, d'économie, je ne comprends pas. C'est une folie. Parce qu'en fait lui il est en mode... Votre modèle économique, il fonctionne pas, mais la raison pour laquelle les Français, ils ont peur, c'est pas l'économie, c'est les trafiquants de drogue. Et surtout, en plus, encore une fois, contre son camp, il arrête pas de dire la concurrence libre et non faussée, blablabla, etc. Sauf que tout bon capitaliste médiocre lui répondra oui, mais non, parce qu'il y a des normes et il y a des taxes. Et en fait, la concurrence libre et non faussée n'existe pas. C'est comme les gens qui disent que le communisme n'a jamais vraiment existé, quoi. Les hôpitaux ferment, menacent, leurs enfants ne se sentent pas en sécurité dans les écoles. Il manque des enseignants. Et vous trouvez qu'on en fait beaucoup, mais au contraire, c'est bien la raison pour laquelle on a besoin de changer de paradigme, parce que vous avez appauvri la nation, appauvri l'État, et on a besoin de lui redonner du sens et de la force. Vous faire sortir de l'ambiguïté, Jordan Bardella, dans un sens, parce que là, on a vu effectivement d'un côté une politique quand même qui est plutôt ce qu'on pourrait appeler la politique de la demande. Vous l'avez d'ailleurs tout à fait assumé comme telle, Manuel Bompard à l'instant. Je l'adore parce qu'elle est en mode à gauche c'est la politique de la demande, pas parce que Tondelier ou Roussel l'a dit, mais c'est parce que il y a que Bompard qui a dit un vrai truc politique et économique, quoi. Et l'autre a dit ah oui c'est n'importe quoi ce que vous avez fait, vous êtes trop nuls et tout, enfin voilà quoi. Explique la politique de la demande pour les gens qui connaissent pas le truc, la politique de l'offre, la politique de la demande un peu. Par contre tu nous fais, alors prompt, explique-moi la politique de l'offre et de la demande en moins de 3 phrases. C'est le GPT il charge là. Ok, comment on fait de la croissance ? Ça c'était la question. La politique de l'offre, elle dit il faut que les entreprises elles produisent des trucs, comme ça naturellement,
les gens vont les acheter. Et qu'en fait, il faut soutenir les entreprises parce que c'est les entreprises qui vont faire de la croissance. La politique de la demande, elle dit non, la croissance économique, elle est basée sur le fait que des gens achètent des trucs. Donc en fait, il faut que la demande, c'est-à-dire que les gens qui achètent des trucs, ils aient de quoi acheter des trucs. Comme ça va relancer la croissance. Donc voilà, c'est en mode, est-ce que tu relances l'économie par les entreprises qui produisent plus ou par les gens qui consomment plus. Spoiler alert, c'est par les gens qui consomment plus parce que les entreprises elles produisent déjà. Mais parce que aussi, c'était un contexte à l'époque où les gens ils avaient peur de la crise de surproduction aussi. Mais bref, bon ça c'est un autre sujet. L'opposition me paraît débile parce qu'on est d'accord que si les gens consomment plus, les entreprises produisent plus. Du coup, c'est la même chose ton histoire. Non, parce qu'en gros, t'as le truc de la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande, c'est en gros comment est-ce qu'on décide du prix d'un bien. La théorie libérale, la théorie, c'est que le prix, il est fixé par la rencontre entre l'offre et la demande. En mode, l'offre, en mode combien je suis prêt à vendre mon truc, avec une marge de manœuvre. Et la demande, c'est combien je suis prêt à l'acheter. Tu croises les deux courbes et t'arrives au milieu et c'est le prix parfait, c'est le prix optimum. C'est de la théorie. Moi, c'est je suis vraiment... prêt à acheter pour rien. Je veux que ça soit gratuit. Ah, hop, je t'ai baisé là. Je t'ai baisé. Il est où le prix parfait alors ? Bah, on a pas. Ah bon ? Bah oui, parce qu'en fait, la réalité... On va renverser le capitalisme. Alors ? Ouais, mais si c'est un truc dont t'as besoin pour vivre. Non, mais je veux qu'on me le donne, quoi. Si c'est le prix, c'est entre... Non, mais c'est pas toi qui décide. Parce que la vérité, le vrai mensonge de la théorie de l'offre et de la demande, c'est que c'est absolument pas la demande qui définit les prix. La preuve, ils ont continué d'augmenter les prix de l'agroalimentaire alors que les gens, ils avaient pas de thunes et que concrètement, il n'y avait pas de raison objective. Il n'y avait pas de problème sur au niveau de la production. La production n'a pas coûté plus cher, mais on s'est tapé quand même une inflation des prix de l'alimentaire. Donc en fait, la réalité, c'est que le prix est fixé par les putains de capitalistes de merde et que globalement, le peuple, on nous demande de se plier à ça, quoi. Et vous, Jordan Bardella, je me demande toujours, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt du côté de l'offre ou du côté de la demande ? Je voudrais vous poser la question dans un instant. Mais Gabriel Attal, la parole aussi. Que vous puissiez commencer à débattre. Non, pour que chacun puisse s'exprimer, je répondrai rapidement juste sur un point de Fabien Roussel. C'est un vrai désaccord qu'on a. Je sais qu'il est partagé par ailleurs par vos voisins. Moi, je le dis, je ne supporte plus vous entendre parler de cadeaux aux patrons quand on parle des baisses d'impôts. Je ne le supporte plus. Là, vous espériez. Là, vous saviez. Il est jaloux parce qu'il n'avait pas été accueilli. Je suis cohérent avec ce que je défends. Pardon, mais c'est une méconnaissance totale de la situation économique internationale aujourd'hui et de la compétition à laquelle nos entreprises font face à l'international. Et c'est une méconnaissance totale de ce qu'est l'entreprise. L'entreprise, c'est pas un patron, c'est une équipe où chacun est à sa place et chacun avance ensemble face à la compétition internationale. Vous voulez leur ajouter des boulets aux pieds en augmentant leurs impôts, en augmentant leurs taxes ? Oui, des boulets, avant d'aller au champ, bordel ! Mais c'est grave ! Mais on s'en branle de mettre des boulets à tous les gens qu'il y a dans cette salle, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? On les emmerde, bien sûr que oui. Et en plus, Raz, c'est une personne concernée. Oui, mettez-moi un boulet, qu'est-ce que je m'en bats les couilles ? Après, moi, je fais pas de caillasse, ils s'en branlent de moi, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre vrai. De ça. Mais c'est grave, on dirait qu'ils vont faire pleurer. Mais il y a, dans l'organisation de ta boîte, il y a bien un truc qui est inutile, c'est le FDP en costard. Tout le monde s'en branle, il ne produit rien. Oui. Au secours, ce mec ne sert à rien. Les patrons, on le met dans l'une de leurs entreprises, là où les gens ils travaillent vraiment, ils ne sauraient pas quoi foutre. Bah, patron incognito. Il possède juste les machines et les trucs qu'il y a, tu le mets dans le bordel, la boîte coule. Alors que tu l'enlèves, tu laisses les salariés avec leurs machines, avec les trucs, la boîte continue de produire. Donc il y en a bien un qui sert à rien. Au secours, hein. C'est horrible. Juste, il capte la valeur, quoi. C'est horrible. Le management, c'est important aussi. Mais définis management alors. Définir management. Et moi, je suis désolé, les patrons qui passent leur temps avec des chauffeurs et à aller se gratter les couilles dans des réunions du MEDEF et à aller sucer la bite de leurs actionnaires, on les emmerde, hein. Oui, c'est vrai. Ils iront avec leurs actionnaires, ils feront ce qu'ils veulent, mais pas faire de l'argent sur notre dos, quoi. En plus, les managers, c'est des employés, pas des patrons. Oui. J'ai un vrai désaccord avec vous que j'assume sur ce point. Marine Tondelier. Je voulais quand même... J'ai conscience que je suis partie pour moi me faire applaudir que M. Retailleau et M. Attal, mais c'est comme ça, on est venu débattre et pour vous donner notre avis en toute sincérité. La première chose, c'est que j'entends sans cesse de votre bouche que l'argent est rare dans ce pays, que l'argent public est de plus en plus rare et qu'il faut agir sur la dette. Mais j'ai l'impression que l'argent public est rare pour tout le monde, sauf pour les aides aux entreprises. Et moi, je veux qu'on pose ce sujet. Bien sûr qu'il faut aider les entreprises, mais bien sûr qu'il faut aider les entreprises. Là, on n'en avait pas eu jusqu'à présent.
Ouais, c'est... Mais alors qu'elle a rien dit. Apolline de Malherbe, à part dire « Oh, vous êtes hué, oh, vous êtes applaudi », non, mais sa seule fonction, c'est de compter les points. Je veux bien me prendre des leçons de constructivité, de responsabilité, mais ce que vous venez de faire est assez intéressant. Il n'y a pas de problème pour aider les entreprises, mais comment on les aide ? Est-ce qu'on peut débattre un moment de la conditionnalité des aides dans ce pays, qui soient soumis à des critères de non-délocalisation ? Et je pense à des amendements que j'ai fait à la région Hauts-de-France, où tout le monde disait « Ah, les écolos, c'est toujours les mêmes amendements », et puis même Xavier Bertrand, maintenant, face à Arcelor, se dit « Ça aurait peut-être pas été bête ». À des critères sur la parité dans les entreprises, des critères sociaux, des critères environnementaux, c'est logique. Toutes les collectivités qui demandent des aides ont des critères, pourquoi les entreprises n'en auraient pas ? Et puis je sais aussi qu'au sein des entreprises, il y a des débats, que vous avez conscience que certaines entreprises, peut-être pas celles qui en ont le plus besoin, sont beaucoup plus aidées que des plus petites entreprises. Et que c'est d'ailleurs la même chose dans l'agriculture, qu'on entend beaucoup d'agriculteurs dire que la vie est dure, et c'est vrai, c'est le métier qui a le plus de taux de suicide dans ce pays. Je suis une petite fille d'agriculteur, je suis très sensible à cette détresse. Mais pourquoi c'est toujours les plus gros agriculteurs qui touchent le... Petite fille d'agriculteur, ça, je connais cette théorie. Donc moi, j'avais un arrière-grand-père qui avait un cousin, qui avait un ami qui était pauvre. Hein. Donc je viens du bas. Bon, c'est pas ce qu'elle dit, pardon. J'ai envie de la détester, mais je suis méchant. Pardon, Marine. Mais oui. Plus d'aides publiques que sont des aides à l'hectare et que ceux qui crèvent sont relativement moins aidés. Moi, j'ai un sujet, je veux qu'on puisse se poser cette question. Et puis, Monsieur Attal, j'ai entendu votre tirade, c'était très émouvant. Mais vous ne convaincrez personne. Qu'est-ce qu'elle a L'État et mouvement personne dans ce pays tant que les inégalités continueront de s'accroître. Parce que augmenter la dette de 1 000 milliards d'euros en 8 ans, en commettant le double exploit, déjà de ne pas préparer l'avenir sur le plan environnemental, c'est 43 reculs environnementaux depuis le début de l'année, et on parlera d'environnement, j'ai prévu d'autres développements plus tard. Mais sur le social, comment voulez-vous, et même vous, de chef d'entreprise, qui êtes peut-être plutôt dans une meilleure situation économique pour certains par rapport au reste des Français, vous pouvez l'entendre. Quand les 500 personnes les plus riches dans ce pays... Je peux terminer, Monsieur Bardella, tout va bien. Quand les 500 personnes les plus riches de ce pays ont vu leur patrimoine, leur fortune doubler entre 2017 et 2023, et que dans le même temps, il y a 9,3 millions de pauvres. Il n'y a jamais eu autant de pauvres dans ce pays depuis 30 ans. Et que quand on a le SMIC ou moins, 42% des personnes qui sont concernées par ça, le SMIC ou moins, sautent au moins un repas par jour pour des questions financières. Comment voulez-vous que le pacte social tienne ? Et si le pacte social ne tient pas, mesdames et messieurs, l'économie ne tiendra pas non plus. Évidemment que ça va faire des grèves, des mouvements sociaux, mais c'est un sujet qu'on doit adresser ensemble. Et moi, si je suis venue aujourd'hui, c'est pas pour vous entendre applaudir Monsieur Retailleau et me siffler moi. Et puis je vais vous dire, les écologistes, on n'est pas arrêtés par ça. Je suis venue pour vous tendre la main et pour vous dire, travaillons-y ensemble. Parce que même pour les affaires, ce qui est en train de se passer n'est pas bon. La dissolution, c'est pas bon. Les tergiversations et le manque de prévisibilité, c'est pas bon. Et c'est pas bon pour vos entreprises, mais c'est pas bon non plus pour nos mairies écologistes. Je donnerai un exemple plus tard là-dessus. Sur les ZFE, c'est très parlant. Mais franchement, prévisibilité, les ZFE, on est d'accord. en débattre parce que je crois vraiment qu'il y a un clivage aussi sur cette question. Je trouve ça ultra deep de tendre la main aux gens qui sont les principaux responsables. Alors que tu as dit, il faut aider les entreprises. Déjà, ils te huent, respecte-toi, arrête de leur tendre la main. Et surtout, pour des gens qui peuvent pas bouffer au SMIC, de leur tendre la main, et même le sous-entendu de « si vous continuez, va y avoir des mouvements sociaux ». Donc, tendez-moi la main. C'est pas bon pour la stabilité, les mouvements sociaux. C'est pas bon pour le business. Tendez-moi la main. Et si vous faites un peu moins pire, que vous êtes un peu écolo, mais surtout, peut-être que je pourrais les calmer. Tends la main à ceux qui payent des lobbyistes pour savoir comment niquer la planète. Allô, il y a des intérêts de classe, en fait. Je veux dire, là, moi, je ne comprends pas quel est l'intérêt. Peut-être que en vrai, en termes d'image, mais je ne comprends pas quel est l'intérêt de se rendre respectable dans un débat comme ça avec eux. Je ne vois pas pourquoi. Mais peut-être que stratégiquement, parce que Bompard, il a l'air d'être un peu dans cette strate aussi. Oui, globalement, toute la gauche. On est d'accord que Mélenchon, là, il sera en mode, je vais tout vous prendre. Et si vous filez pas droit, je vais nationaliser. Non, parce qu'il aime bien se prendre un malin plaisir à faire une leçon de capitalisme aux capitalistes aussi. Oui, et puis c'est un suceur de patron aussi. Il était pote avec Dassault. Vous la critiquez pas, tu fais le même reste du discours en disant que sinon on va venir le chercher, son discours était banger. Oui, elle dit pas mal. Non, mais tout le début de sa démonstration, c'est ce que je dis. Tout le début de sa démonstration est vraiment bien. Justement, c'est que tout ce qui est décrit sur la pauvre... Enfin, je trouve qu'elle parle des bons trucs, mais c'est la fin de... Si vous nous laissez pas faire, il y aura des mouvements sociaux, et ça, c'est instable pour le business. Non, elle a dit c'est la dissolution, l'instabilité. Elle a pas dit les mouvements sociaux. Bah, si, elle a dit ça à un moment. Non, elle a dit la dissolution. Non, elle a dit, il va y avoir des mouvements sociaux, et c'est pas bon pour les affaires. Tu l'aurais dit quoi au MEDEF ? J'aurais dit, vous obéirez. Moi, j'aurais dit, est-ce que vous avez entendu parler de la révolution culturelle ? Est-ce que vous avez des
bonne paire de bottes chez vous. Elle a dit les mouvements sociaux, ok, d'accord. Est-ce que vous avez fait vos vaccins pour le tétanos? On peut être d'accord ou pas sur la mesure, mais sur faire travailler des villes pendant des années là-dessus, pour les laisser tomber à la fin en disant on supprime l'aide à la conversion des véhicules, comment ils font les gens alors? La question de l'imprévisibilité. On ne peut pas changer la vie toutes les 3 semaines. En fait, dans un pays, c'est pas possible quand on est chef d'entreprise et c'est pas possible quand on dirige des villes écologistes ou d'autres. Donc on demande de la prévisibilité. Et j'ai commis l'exploit de me faire applaudir aussi au MEDEF. Je rentre dans le club privilégié de messieurs Attal et Retailleau. J'en suis très fière. Jordan Bardella. Tu vois, moi c'est ce que j'avais dit au début. Elle a juste dit ouin ouin, applaudissez-moi. Après ça va, elle a pas non plus. Non mais oui, bien sûr. En fait, le truc c'est que tu vois que elle est pas opposée à faire du business. Si c'est pour faire du business, pour faire des, c'est faire du des business trucs écolo, ça lui va bien, ouais. Ça lui irait quoi. Genre si tous ces gens-là étaient tous greenwashés au dernier degré. Ouais, la fille, c'est vrai que la relance écologique. C'est vrai que c'est le Roquefort qui se fout du hein. camembert. C'est vrai que la fille suceur de patron, c'est de la merde la France. Après le Roquefort, ça sent moins fort que le camembert, désolé. Hein. Oui, mais bon. La fille, en fait, ils disent la même chose. En fait, c'est de la merde. En fait, on est baisé quoi. Ils disent la même chose, mais en disant c'est l'État qui va décider, c'est pas vous quoi. Mais à part ça. Je vais vous dire, je suis très étonné de vous voir applaudir des gens qui ont fait 1200 milliards d'euros de dettes en 10 ans dans notre pays. Alors. Moi, messieurs, je bois vos paroles, mais quand je vous écoute, je me dis dommage que vous n'ayez pas été au pouvoir ces 10 dernières années. Parce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, la France emprunte plus cher que la Grèce, que la Slovénie, que le Portugal. Qui l'aurait cru il y a 10 ans? Il y a eu, mesdames, messieurs, en 8 ans, autant de déraisons budgétaires, autant de dettes supplémentaires que dans les 50 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Donc, moi, je ne viens pas pleurer sur le lait renversé. Mais je viens dire que baisser la dépense publique, que réduire les coûts de fonctionnement de l'État, c'est vital, mais ce n'est pas suffisant. Parce que vous-même, quand vous restructurez votre entreprise, quand vous réduisez les coûts de votre société, s'il n'y a pas un projet derrière... Ah mais en fait c'est ça, il veut... En fait lui, tu sais Macron il a dit il faut diriger la France comme une start-up. Lui il dit non, il faut diriger la France comme une entreprise, on fait un plan social et on vire les étrangers. En fait, c'est ça. Il va faire un plan de restructuration, un plan de sauvegarde de l'emploi de la France en virant les étrangers. Il va vraiment être un patron. C'est terrifiant. Il veut délocaliser les Arabes. Si l'ambition, c'est pas l'investissement, si l'ambition, c'est pas la production, si l'ambition, c'est pas la croissance, alors 1 an après, 2 ans après, on est dans la même situation. Et moi, je m'étonne un peu de voir que lorsqu'on propose aux Français qui travaillent, aux entreprises, de serrer la ceinture, il n'y a aucun projet derrière. Et moi, je viens dire une chose très simple. Avec de la croissance, beaucoup de choses sont beaucoup plus soutenables. Et donc, ce qui devrait nous réunir aujourd'hui, et ce qui devrait nous mettre d'accord, c'est la nécessité de remettre le pays sur le chemin de la production, de déverrouiller les contraintes qui pèsent sur la croissance. Il n'y a pas eu de politique de l'offre depuis 2017. Parce que quand on vous fait des avantages, lorsqu'on baisse la fiscalité sur les impôts de société ou sur l'impôt de production, mais qu'on le récupère en impôt de papier de l'autre, et qu'on augmente tous les 4 matins le nombre de normes, de contraintes, d'obstacles administratifs. C'est vraiment du populisme aux entreprises. Là, il est en mode, c'est bien de baisser vos impôts, mais en fait, oui, il allait dire des cadeaux. Oui, il allait dire des cadeaux, ouais. Il s'est repris, il se dit putain, faut que je les suce. Genre, Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, on fait des cadeaux en entreprise, mais on vous taxe derrière, du coup, ça sert à rien de vous faire des cadeaux vu qu'on vous les reprend derrière. Oui, c'est ça. C'est ça son argument. Vous inquiétez pas, avec nous, vous allez prendre ouais, encore moins cher. Et puis, il y a aussi ce truc, ça, c'est le gaslight des normes. Ah ouais. Ça, c'est vraiment le truc poujadiste par excellence. Le nombre de trucs où... Alors que les normes, c'est ce qui garantit que les gens ils crèvent pas au travail et que les gens ils s'empoisonnent pas avec ce qu'ils vendent. Moi, je vois, c'était sur la question de l'apprentissage des patrons qui se plaignent de pas pouvoir faire la même chose à leurs apprentis qu'à leurs salariés parce qu'il y a des normes et qu'ils doivent être accompagnés sur des chantiers, qu'ils peuvent pas faire des trucs dangereux tout seuls, etc. Et que tu as envie de leur dire, mais... Tu comprends ce que c'est le concept d'apprentissage, genre qu'il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre. Et la vérité, c'est que tu fais 1 an, 2 ans d'apprentissage dans une boîte. Les salariés, quand ils arrivent dans une boîte, souvent, ils ont une tolérance de 2 semaines, 3 semaines, où ils tâtonnent, où il y a quelqu'un qui leur donne des coups de main. Tu vois. Et après, tu dois être le salarié autonome. Allez, un apprenti, tu vas avoir 3 semaines et demie, à la limite. Mais en vrai, pour les patrons, l'apprentissage, c'est pas apprendre des trucs à quelqu'un. L'apprentissage, c'est de la main-d'œuvre pas chère. Ça veut dire qu'il y a aucun patron
qui considèrent qu'un apprenti qui arrive à 16 ans dans une boîte est en apprentissage pendant 2 ans. L'apprentissage, il dure 1 an, il dure 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, il apprend des trucs. C'est-à-dire que pendant 2 ans, ce n'est pas un salarié normal. Et en réalité, genre ça, et ça, sur les trucs des normes, ils considèrent que tout ce qu'on leur demande de faire différemment avec leurs apprentis, c'est ça que du coup je prendrai plus d'apprentis. Et tant pis pour eux, je prendrai plus d'apprentis puisque je peux pas le laisser tout seul sur un toit en train de faire je sais pas quel truc. Oh là là, ils ont plus le droit de monter une échelle. Et après tu réfléchis et après tu attends, comment ça ils ont pas le droit de monter une échelle? Non mais en fait quand il fait un travail sur un toit à plus de je sais pas combien de mètres, je suis obligé de le mettre avec un autre salarié formé qui le surveille. Ah oui, donc c'est pas que ton et après t'as une info avec un apprenti de 15 ans qui est mort. L'impôt de papier, c'est 4% du PIB. C'est 60 milliards d'euros de richesse créée qui est perdue chaque année dans notre pays. Donc, il faut s'attaquer à ces contraintes qui pèsent sur la croissance. Il faut une fiscalité de croissance. L'impôt de papier, c'est 4% du PIB, c'est 4% des richesses créées qui disparaissent. Non, vu que les richesses, elles sont créées. Moi, je comprends rien. Déjà, l'impôt de papier, je sais même pas ce que c'est. L'impôt de papier, c'est quand tu payes tes impôts. Parce que moi, français, parce que après les Français de papier, maintenant, il y a l'impôt de papier au RN. Pour eux, tout est de papier. Okay. Ils aiment trop rajouter de papier les fachos, globalement, alors que c'est eux-mêmes des tigres de papier. Mais... C'est ça. Toi, tu vas être un homme de papier bientôt. Oui. Si tu fais ton changement d'état civil. Ouais, c'est ma lettre. Il faut évidemment baisser les impôts de production pour faire en sorte qu'on rattrape notre retard et qu'on se réaligne sur le plan de la compétitivité avec nos partenaires européens. Il faut qu'on retrouve un prix de l'énergie français, parce qu'on ne réussira pas le défi de la réindustrialisation. On ne réussira pas à remettre le pays sur le chemin de la croissance tant qu'on aura une énergie et une électricité qui est 2 fois plus chère qu'aux États-Unis et qui, de manière artificielle, s'aligne sur la production du gaz en Allemagne. Il faut faire en sorte de faire le patriotisme économique pour que ceux qui produisent sur notre sol, ceux qui produisent au sein du marché commun, puissent avoir une priorité dans l'accès au marché public, comme c'est le cas dans beaucoup d'espaces aujourd'hui. Vous êtes plusieurs à avoir parlé de la question. Là. Attends. Pour ceux qui produisent sur notre sol, qui sont dans le marché commun, a une priorité. Donc en fait, du coup, ça veut dire qu'un Allemand aurait priorité en France. Le marché commun, c'est l'Europe. Attends, mais du coup, c'est une arnaque de fou. Parce qu'en fait, il a refait un discours européiste libéral. Là, il a fait l'européiste de fou, là. Oui. Genre, ça veut dire que si t'es une boîte allemande qui produit de l'électricité en France, je comprends pas. Il a dit si t'es blanc, ça va. Oui, en fait, c'est du nationalisme européen, quoi. C'est l'Europe citadelle, l'Europe. L'alliance libérale fasciste devant nos yeux. Ah ouais. Bah oui. Mais surtout que sur l'électricité, le bondissement des coûts. Enfin, moi, j'ai une solution simple. On renationalise tout. Ouais. Genre, qu'est-ce que ça a comme sens? Surtout que moi, j'ai bossé à GDF et le mec qui nous avait fait la formation de centre d'appel nous avait expliqué que parce que c'était la site privatisée de je sais plus quoi et qu'ils étaient forcément plus chers parce que le réseau dépend de l'État. Et qu'en fait, en réalité, genre, leur business repose sur des infrastructures publiques et eux, ils en ont totalement conscience. Et en fait, en te formant pour les trucs de vente, ils t'expliquent que tu dois trouver d'autres strates pour pouvoir baiser les gens et convaincre d'acheter parce qu'en réalité, sous-entendu, ils ont toujours avantage à aller direct à EDF, quoi. Ouais. Parce que ça coûtera de toute façon moins cher que de te faire baiser. Alors bon, ça, c'était il y a 10 ans. Je pense que ça a changé. Mais genre, c'est vraiment... Mais même les bus, tu regardes le truc Flixbus, quand Macron, les trucs à 15 €, etc. Il y avait un mec qui avait fait une étude où, quand ça a été privatisé, il y avait des prix défiant toute concurrence. Je crois que ça a duré... Je crois qu'il a fallu 6 mois pour que ça devienne plus cher qu'avant. Ouais. Un truc comme ça. Le fait que ça soit moins cher, il y a eu un truc d'appel vraiment, et c'est devenu plus cher en je sais pas combien de temps. Mais c'est comme Uber. Parce qu'en fait, Uber, ils étaient pas rentables. Je crois qu'ils sont même toujours au bord de pas être rentable encore maintenant. Mais au début, ils se sont ramenés, ils ont pété le marché du taxi avec des prix pas chers, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient abreuvés d'investissements privés, etc. Et que tout le monde payait en mode on paye. En fait, ils étaient à chaque fois renfloués sur le marché. Il y avait toujours des gens qui les finançaient. Et là, ils commencent à augmenter les prix parce qu'il faut commencer à être rentable parce que tu peux pas vivre sous perfusion toute ta vie des investissements que les gens ils veulent bien mettre dans toi. Donc en fait, Uber, c'est exactement ça. Tu vois, c'est en fait comme tu arrives sur un marché, tu bénéficies de la clientèle qui est déjà existante, qui a été constituée par soit le marché public, soit ce qu'il y avait avant, etc. Tu casses les prix en espérant que après, comme tu auras pété la concurrence, tu deviendras toi-même le monopole et comme ça, tu pourras monter les prix. Tout le monde devra s'aligner sur toi, tu vois. Donc en fait, c'est juste tu remplaces un monopole par un autre, quoi. Oui, c'est ça. J'aimerais que vous puissiez répondre à cette question des 3 mesures essentielles, vitales à vos yeux. Et lancées désormais, il y a un point qui revient régulièrement, c'est cette question des normes, c'est cette question de l'écologie, sur le rapport à la norme écologique, sur la question des ZFE, vous l'évoquiez à l'instant, sur la question des éoliennes, sur la question de l'électricité, sur la question du fameux
de la question de l'automobile avec le moteur thermique qu'on n'aura plus le droit de vendre. Est-ce que sur ces questions-là, pour vous, d'abord Bruno Retailleau, vous avez les chefs d'entreprise face à vous, vous avez des chefs de parti. Où vous situez-vous là-dessus? Est-ce qu'il faut faire stop ou encore sur ces normes et comment? Évidemment, poser la question comme ça, c'est évidemment, on a beaucoup trop de normes. Je veux simplement redire à Jordan Bardella qu'il faut être très concret. Moi, j'ai été dans l'opposition, je l'ai dit, donc je ne me sens pas du tout comptable de la dette ou des déficits précédents. Simplement, ce que j'observe, c'est que t'as voté j'étais tous dans les budgets, va niquer ta grand-mère à un moment ou ton grand-père, je sais pas, va niquer quelqu'un décédé de ta famille. Et j'ai soutenu la réforme des retraites parce que je la trouvais absolument essentielle. Et c'est difficile d'être dans une opposition, d'avoir une réforme impopulaire et de devoir la soutenir. Mais c'est parce que c'était non pas le choix de mon parti, mais le choix de mon pays. Quand au Sénat, on a voulu faire les 15 heures de contrepartie d'activité pour le RSA, votre groupe ne l'a pas voté à l'Assemblée nationale. Ce sont des actes concrets que nous avons posés et qui sont importants. C'est ça la vie politique, c'est aussi prendre ses responsabilités, même quand on est du reste dans l'opposition pour le pays, parce qu'on l'aime. Maintenant, et faire un budget à 20 milliards d'euros de prélèvements obligatoires, monsieur le ministre. Parce que justement, je ferai moi des propositions précisément. François Bayrou l'a d'ailleurs dit. Moi, je ne suis pas favorable sur, par exemple, les jours fériés. Je pense qu'on peut faire différemment si on veut que... Allez, le petit cadeau au peuple qui travaille. On va vous laisser vos petits jours fériés, vous inquiétez pas. Par contre, on va vous baiser sur tout le reste. C'est incroyable. C'est sûr depuis le début. Les Français travaillent plus. On doit faire en sorte que le travail puisse plus payer. J'en parlerai dans quelques instants. Simplement. Moi, à chaque fois, ils sont en mode il y a trop de normes. Moi, j'aimerais bien qu'ils disent. Ouais, c'est quoi? Quelles sont les 4-5 normes vraiment qui font perdre de l'argent au pays. Genre moi je pense qu'une norme par exemple qui les gêne, c'est être obligé de justifier des licenciements. Et ça c'est que ça comme norme, cette norme elle casse les couilles vraiment. Genre pareil, vous vous rendez compte qu'il y a un salaire minimum. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant de voir un salaire minimum. Enfin, je veux dire... Frère, les normes environnementales. Genre, ah ouais, Attends, comment ça, quand on produit, quand on fait de la pétrochimie, il faut s'assurer de ne pas détruire l'environnement et les habitants qui habitent autour. Non. Mais... Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux. On a un souci de croissance, d'industrialisation, mais ça n'est pas avec une énergie chère qu'on ne pourra réindustrialiser. On voit bien que depuis 13 ans, la consommation d'électricité est relativement flat, donc on ne doit pas avoir une perception, une obsession décroissante de l'écologie, mais il faut que l'énergie, par exemple, participe à notre réindustrialisation. C'est la grande différence, par exemple, avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'il raconte? La consommation d'énergie est stable, du coup, il ne faut pas faire de décroissance. Non, mais surtout, il a sous-entendu que maintenant, c'est bon. Il fallait arrêter que l'État s'en occupe et que l'énergie, on fait du business avec. Et qu'en fait, la question de l'énergie, pourquoi ça doit rentrer dans la réindustrialisation, c'est qu'en fait, ça doit être des conglomérats privés qui s'en occupent pour monter des boîtes, faire du business et faire de la thune et que voilà quoi. Et que globalement, plutôt que l'État file de l'argent, on va laisser les gens faire du fric là-dessus. Mais là encore, quand on parle de croissance, on parle à la fois de productivité, de compétitivité. Or, l'énergie, c'est fondamental. Il a dit une phrase, c'est son plus gros problème. Il y avait eu le même problème pendant son débat avec Wauquiez aussi. Avec Wauquiez aussi, Wauquiez, c'était pire. Avec Wauquiez, il se laissait couper la parole, il la reprenait pas. Moi, je siège au Parlement européen. Votre famille politique au Parlement européen. Ton cul, il voit pas souvent la couleur de ta chaise au Parlement européen. Parce que vraiment, c'est une blague. Tous les groupes à l'international, leur blague, c'est qui Bardella. Et même ses électeurs le défendent en mode, moi je m'en fiche, je préfère qu'il s'occupe de la France plutôt qu'il aille à l'Europe. C'est-à-dire que c'est tellement intégré qu'il va pas et qu'il siège pas, que même ses soutiens sont en mode non, mais ils ont trouvé des justifications pour dire qu'il avait raison de pas y aller. Il y va une fois dans le mois pour voter. Oui, voilà, c'est ça. Le Green Deal est une montagne de normes administratives pour des milliers d'entreprises dans notre pays. Elle met en œuvre la CSRD. Elle met en œuvre le devoir de vigilance. Elle met en œuvre la politique de décroissance dite de la ferme à la fourchette qui prévoit la baisse de 15% du nombre de cheptels dans les 10 prochaines années. Donc vous soutenez au niveau européen une politique de décroissance qui fragilise nos entreprises et qui crée une montagne normative. T'as vraiment le spectre, c'est que t'as le truc Green Deal qui a l'air globalement d'être une arnaque business. Oui.
où ils font rien, ou presque rien, et où t'as plus que le business de la bagnole avec des mecs complètement dégénérés, perfusés au pétrole et au fric pour défendre cette merde, avec Retailleau, qui je suis sûr s'en bat un peu les couilles, qui se retrouve avec ça sur le dos parce que maintenant t'es obligé de faire semblant d'être écolo. Bardella qui lui, vu que c'est un facho, il peut être totalement anti-écolo, tout le monde s'en branle, tout le monde est d'accord avec ça. Et derrière à gauche, en mode mais nous on trouve les deux nuls, nous. Oui. Rien ne va dans votre histoire. Tout est nul, c'est de la merde. Genre, c'est incroyable, c'est vraiment il y a déjà entre deux blaireaux quoi. Genre, c'est très très grave. Vous êtes député européen et vous ne pouvez pas, sauf à ne pas y siéger, ne pas savoir que notre chef de délégation, François-Xavier Bellamy, a refusé que l'Europe sorte de sa naïveté et qu'elle abandonne son logiciel mercantiliste qui nous a fait perdre beaucoup d'emplois industriels et aussi la déréglementation. Il faut que cette fascination pour la norme, l'Europe en sorte aussi, c'est fondamental. Et je suis totalement d'accord sur C3S, CSRD, etc. Mais en même temps, je pense qu'on a besoin d'une Europe qui puisse innover. C'est du blabla, genre. Oui, moi, ce que j'ai entendu, c'est ok, ils veulent un peu faire du fric, mais surtout les normes. Ça veut dire que les seuls trucs que l'Europe, on pourrait retirer de bien, genre avoir imposé, je dis ça au hasard, le fait que les trans passent devant. C'est une norme européenne qui a obligé l'État français à faire ça. Non, c'est pas l'Union européenne, c'est une condamnation de la France, une condamnation légale. C'est pas l'Union européenne, c'est le Conseil de l'Europe et c'est pas. Ah oui, mais il y avait Europe dedans, donc moi dans ma tête c'était à cause de l'Europe. Bon bah je peux pas la outpoker avec les trans. Le CSRD, c'est pour ajouter dans les marchés financiers l'information sur la durabilité et en gros faire de la durabilité environnementale un critère d'investissement financier. C'est pour faire du capitalisme vert littéralement. En fait, ils sont juste anti-écolo même d'un point de vue libéral. Oui, donc on en revient à ça. Là, ils sont en train de s'envoyer des fions sur qui est le plus greenwashé ou pas quoi. Et toi, t'es un peu trop greenwashé alors que moi je m'en branle. Ils disent non mais t'inquiète, moi je m'en branle vraiment de l'écologie. Et t'as Bompard qui dit rien. Il est là, il les laisse parler entre eux pendant des heures. Ça me terrifie en fait, je suis désolé, mais c'est grave. Manuel Bompard. Écoutez, ça fait des années. Vous êtes d'accord ? Ça fait des années et des années que nous posons la question et nous défendons ce qu'on appelle un protectionnisme solidaire, une manière de faire en sorte de protéger notre tissu économique d'une forme de concurrence déloyale. Et j'ai l'impression que ces derniers mois, il y a un certain nombre de personnes, de familles politiques qui, pendant des années et des années, ont multiplié les politiques de déréglementation, ont considéré que la libéralisation à outrance, que la suppression de toute forme de barrière douanière allait faire le progrès, le bien-être, etc. Ils se réveillent et se rendent compte que non, c'est pas le cas, et maintenant disent qu'ils sont partisans des formes de protection. Donc là, il y a quand même une forme d'hypocrisie dans le débat qui me fait doucement sourire. Pardon, mais faisons pas d'idéologie, parlons concrètement. Tout à l'heure, vous nous dites depuis des années et des années, c'est la politique de la gauche en matière économique qui est au pouvoir, et c'est pour ça qu'on est dans les situations difficiles. Depuis 30 ans, Monsieur Retailleau, c'est les logiques économiques qui sont les logiques économiques de libéralisation à outrance, c'est les logiques économiques de politique de l'offre, c'est des budgets qui se multiplient, qui sont à chaque fois des budgets de compression et de réduction de l'investissement public qui sont à l'œuvre et qui sont responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a eu des présidents de gauche quand même. Alors je sais pas s'ils sont... Pardon, je sais pas s'ils sont vraiment à gauche. Mais si vous parlez, non mais on va parler franchement. Si vous parlez de la présidence de François Hollande, lui-même s'est converti à la logique de la politique de l'offre. C'est la vérité. Au cours de son mandat, il a fait le crédit impôt compétitivité emploi. Et pardon, peut-être ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, mais à l'époque, le prédécesseur de Monsieur Martin faisait le tour des plateaux de télévision en disant si vous nous faites 20 milliards d'exonération sur les cotisations sociales, il y aura 1 million d'emplois qui seront créés. Il y a eu à peine 100 000 emplois qui ont été créés, tout le monde le sait. Donc je suis désolé, peut-être que ça vous plaît pas, mais moi j'assume de dire... Arrête de t'excuser, bordel. Voilà, il cook là quand il parle là. Oui, après il s'excuse trop, ça m'énerve. Oui, mais c'est une formule passive-agressive. C'est en mode déso, pas déso, quoi. Cette politique qui a consisté à partir du principe que parce qu'on allait faire des exonérations de cotisations sociales, ça allait se retrouver dans l'économie réelle. Monsieur Macron s'est inscrit dans la même lignée. Quel est le résultat concret? Le résultat concret, c'est un investissement qui est à l'arrêt. Même Monsieur Martin le disait il y a quelques jours, j'ai vu une déclaration dans la presse sur ce sujet. C'est des salaires réels
relativement à l'inflation qui ont baissé de 3% depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. C'est une croissance qui est atone et qui est à l'arrêt. Donc si vous voulez, applaudissez ceux qui ont fait ça et dites-leur de continuer. Mais moi je pense qu'il faut faire une politique et une politique différente. C'est pas une politique qui se fait contre les entreprises, c'est une politique de planification, c'est une politique qui donne de la prédictibilité, c'est une politique qui permet de choisir dans quel domaine de l'économie on veut la développer, de le faire évidemment en discussion avec les entreprises sur le sujet. Vous parlez de l'énergie, enfin pardon, tous au Parlement européen, même vous, Monsieur Bardella, vous pouvez faire semblant maintenant, vous vous êtes abstenu ce jour-là. Vous avez soutenu le marché européen de l'électricité. Non, pas du tout. Précisément, vous vous êtes abstenu l'année dernière sur la réforme du marché européen de l'électricité. Tout le monde pourra le vérifier. La question qui est posée aujourd'hui pour les entreprises, c'est est-ce que vous voulez avoir un prix de l'électricité qui est fluctuant sur un marché que personne ne contrôle, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez avoir des prix qui sont des prix réglementés, qui vous permettent d'avoir de la prédictibilité pour vos investissements? Moi, je pense que la planification, la prédictibilité, c'est les meilleurs alliés des chefs d'entreprise. Et votre position de merde sur le nucléaire qui vous revient dans la gueule toutes les 5 secondes. On en discutera. Oh là là. Et puis, mais ça, c'est vraiment votre épine dans le pied à cause d'un vieux fou anti-nucléaire qui vous a gaslight. C'est et toi, tu te fais avoir. Voilà, il y a un twink qui dit un truc de mauvaise foi, et toi, t'es heureux, t'applaudis. Bah bravo, la twink dictature encore. Les clapots, les amis, les clapots. Le nucléaire, demandez aux Japonais. Si jamais il y a une catastrophe. Bref. Non, il y a pire, c'est l'Ukraine. J'avoue que les deux Ukraine nucléaire, c'est les deux PB, quoi. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il était en train de cook et que c'est le seul qui s'est fait interrompre, contrairement à Bardella et Retailleau. Oui, après, c'était à lui de les interrompre, du coup, mais oui. Alors, monsieur Attal, vous voulez qu'on ne les débat sur le nucléaire? Non, si on peut s'exprimer, nous aussi, si on peut prendre la parole plutôt que de vous laisser dans vos logorées permanentes, si on peut, si on a le droit de s'exprimer. Vous voulez que je vous réponde ou pas? Allez-y, répondez-nous sur le nucléaire. C'est épidermique. Dès qu'un mec de gauche parle 2 secondes et dit les termes, c'est oh là là, vous parlez trop, c'est vos logorées de gauche, je peux plus, j'ai de l'urticaire. Surtout qu'il a pas parlé, on a regardé 20 minutes de débat où c'était une discussion entre Retailleau et Bardella. Vous étiez en train de se tirer la bourre en mode oh là là. Et il a pas dit ça à Bardella, mais par contre lui il a vos logorées de gauchistes. Après là, Bompard il va lui dire que bon, vous parlez du nucléaire, mais vous mettez pas de thunes pour entretenir les centrales. Et résultat, les centrales elles sont à l'arrêt parce qu'on peut pas refroidir les centrales avec de l'eau des fleuves qui est chaude. Et du coup, moi je pourrais j'ai une technique pour ça. Non, ça marche pas ta technique. Pardon. Parce qu'il faut de l'énergie pour faire marcher cette technique. Et que cette énergie est produite dans les centrales, il faut de faire refroidir l'eau avant. Oui, bah non. Ouais, parce qu'il faut l'énergie pour la refroidir. Ouais, mais il y a un bout de la centrale qui permet de se refroidir elle-même. Du coup, de la centrale, c'est-à-dire qu'il y a un bout de son énergie. Mais il y a toujours de la déperdition d'énergie. Qui est utilisée pour faire de l'eau froide. Et comme ça refroidit, elle se refroidit elle-même. Mais ça fait de la déperdition. T'as toujours un bout d'énergie qui est gaspillé et qui se retrouve pas dans l'économie que tu fais en eau. Ouais. Vous engagez aujourd'hui des projets de nouveaux réacteurs nucléaires. Tout le monde sait, toutes les personnes qui savent de quoi on parle, savent que ces nouveaux réacteurs nucléaires ne rentreront pas en service avant 2040 ou 2045. La question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait autrement. Et pourtant, vous parlez de planification, parce que ça arrive dans un certain temps, il faut pas le faire. Attal, certains de votre famille politique, les amis de M. Retailleau, les amis de M. Bardella, dans cette situation-là, ils votaient il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale un moratoire sur le développement des énergies renouvelables. C'est faux, mon groupe a intermittent, concerné par le développement des énergies renouvelables. C'est un secteur économique qui se développe, à qui on a dit du jour au lendemain, vous allez devoir tout arrêter. C'est ça la réalité. Ouais, il se fait huer alors qu'en plus il a vraiment eu l'argument de vous êtes contre les énergies renouvelables alors qu'il y a des gens qui font de la thune, c'est un business. Bah genre ouh, les éoliennes c'est moche. Et si le chômage a baissé, c'est parce qu'il y a des entrepreneurs, et beaucoup sont ici, qui ont pu embaucher. Parce que vous faites baisser les chiffres artificiellement en radiant des gens. Vous allez radier des gens des chiffres du chômage. En les mettant dans des trucs de merde qui vous permettent de les faire sortir du chômage. Le chiffre du chômage, de toute façon, il est largement sous-estimé. Donc bon, bref. Investir, qui ont pu innover. Et s'ils ont pu le faire, oui, j'assume, c'est parce qu'on a baissé l'impôt sur les sociétés, créé la flat tax, supprimé l'ISF. Tout ce que d'ailleurs Jordan Bardella voulait garder, parce que je vous entends faire vos grandes. On peut vous remercier pour la fermeture de Fessenheim. Je vous entends faire vos grandes déclarations. Et la fin des investissements dans le nucléaire lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. Jordan Bardella, c'est comme en amour, il y a les déclarations, mais il faut des preuves. Quand on a supprimé l'ISF,
vous étiez contre qu'on le supprime. Et cet été, l'été dernier, en 2024, au moment de la dissolution, vous proposiez même dans votre programme de créer un nouvel impôt, l'IFF, l'impôt sur la fortune financière, une taxe sur les assurances vie. De votre bilan économique, quand on a fait les ordonnances travail avec Muriel Pénicaud, ce qui pour moi était une très bonne réforme, vous avez voté contre à l'Assemblée nationale. J'adore parce que t'as vraiment... Les attaques, c'est les gauchistes. De toute façon, vous êtes des gauchistes. Vous voulez tuer les patrons et vous voulez aider les gens à être moins pauvres. C'est un scandale. Et il y a Bardella. Vous dites que vous voulez être le libéral fasciste, mais en vrai, vous êtes un peu trop de gauche. Oui. Et que tout ce qui le dérange chez Bardella, c'est que globalement, ils ont voulu être populistes en disant 2 fois on va remettre l'ISF. Ah ouais. C'est incroyable. C'est ça qui les choque chez Bardella. C'est ces 3 mesures sociales pour faire semblant. Non, Bardella, les patrons, ils sont à nous. T'auras pas les patrons, c'est pas vrai. T'es quand même un peu trop de gauche, c'est fou. Hein. Faut que c'est ça qu'Amerne m'explique le lien entre la suppression de l'ISF et un impôt personnel et l'emploi. Mais ça, cette légende-là, je pense que en supprimant l'ISF, les yachts où il y avait un équipage de 25 personnes est passé à un équipage de 30 personnes. Et du coup, ça crée au moins 5 emplois par yacht. La suppression de l'ISF. Parce qu'avant, ils avaient dû rogner. Ils ont rajouté des commis au chef personnel. Voilà, c'est ça. Le chef personnel du yacht n'avait que 3 commis de cuisine. Ils ont pu rajouter 2 commis et un mec pour gratter les algues sur la coque. Ça doit être ça, ouais. Donc ça me paraît... Mais ils sont en apprentissage, par contre. Ah oui, en apprentissage, bien sûr. Forme de l'assurance chômage, vous vous y êtes opposé alors que tout le monde sait qu'on doit avoir un modèle social qui incite davantage à l'activité. Maintenant, il y a une chose dont je me... Ça, c'est pareil, mais cette arnaque, je veux dire, il suffit de regarder les emplois à pourvoir et le nombre de chômeurs et tu vois que ça ne fonctionne pas. Oui. Si tu obliges les gens à travailler pour pouvoir le droit à des aides sociales, ils vont juste perdre leurs aides sociales parce qu'ils n'ont pas de travail. Enfin, tu sais, il y a des trucs où je comprends rien de trucs de CHRSCT, machin, mais il y a des trucs où ça apparaît quand même un gogol. Oui, c'est comme juste, moi, peut le comprendre. C'est des additions et des soustractions, quoi. Les nuls Bompard, pourquoi ils crachent pas du venin? Mais Mélenchon, il aurait déjà assassiné tout le monde, ça me terrifie. Après, les gens, c'est horrible d'être dans ces cadres-là. Oui, c'est une brochette de 6 personnes. Oui, ils sont tous cons, et puis pendant que les Tondelier et Roussel, ils dorment. Oui. Il y a une chose dont je me réjouis, c'est quand même qu'il y ait un mot qui a été prononcé, qui est pour moi essentiel, et qui d'ailleurs devrait être même dans le titre de la table ronde qui nous réunit. Parce que le titre, c'est « Est-ce que la France peut rester dans le jeu ?» je crois. Tout à fait, je valide. Et le mot qui a été prononcé, c'est « Europe ». Et je pense que c'est très important, et je serais peut-être le seul à le porter aussi fortement sur cette scène parce que c'est pas très populaire aujourd'hui d'en parler dans l'opinion publique. Mais moi, je crois profondément que la France ne restera pas dans le jeu sans une Europe forte et que l'Europe ne restera pas dans le jeu sans une France forte. On peut reprocher plein de choses à l'Europe. Effectivement, il y a eu de la surréglementation. Effectivement, on a laissé nos industries. Oh là là. Les saucisses de France fortes, là. Ça me déprime déjà de la campagne avec que des grandes phrases qui veulent rien dire où les mecs ne donnent pas d'exemple. Train de la hype, les gens. Train de la hype, les gens. Pour un train de la hype fort. Pour qu'une France soit forte, il faut une Zawa forte. Une Zawa forte pour qu'une France forte. Une Europe forte. Ou contre l'Europe. Contre l'Europe. Pour une Europe, pour une France forte. Le Frexit, voilà. Tous complètement cons, j'en peux plus, c'est terrifiant. Mais j'avais oublié, en fait, quand on revoit des débats avec des libéraux, j'avais oublié que les libéraux sont complètement cons et qu'ils racontent que dalle et qu'ils disent jamais rien de précis. Oui. Genre, c'est vraiment une torture d'écouter des libéraux. Le pire type de cons, c'est les cons qui se croient intelligents. Ils croient vraiment, ils datent ça à chaque fois qu'ils disent leurs conneries. Non, mais c'est dommage que vous n'ayez pas été Premier ministre, c'est dommage que vous n'ayez pas été ministre pendant 7 ans. Franchement, c'est regrettable. Regardez ce qu'a fait. C'est confortable d'être dans l'opposition. Regardez ce qu'a fait la présidente. Je vais y aller, je vais intervenir. Je dis pas ça, monsieur Attal. Mais juste, puisqu'on parle d'Europe. Vous êtes fier de l'accord commercial qui a été négocié par la présidente de la Commission européenne avec les États-Unis? Et je veux bien intervenir. On va y revenir sur la question des non, mais parce qu'en fait, c'est la prime à foncer dedans et à prendre le tour de parole. L'écologie, mais vous avez raison aussi, la question des tarifs douaniers. Je voulais évidemment qu'on y vienne. Nous y reviendrons. Mais si je peux en placer une sur l'écologie, juste vous dire, et je pense d'ailleurs qu'on est devant une salle qui normalement, comme ce sont des chefs d'entreprise, comprennent mieux l'écologie que ceux qui nous gouvernent. Et je le pense. Mais stop sucer, bordel! Ces gens-là payent des lobbyistes pour aller convaincre des gens d'aller polluer des putains de rivières et après tu dis oh là là c'est pas bien pour l'écologie, mais s'il te plaît putain, mais il y a une conscience de classe un petit peu, Marine Tondelier. Parce que vous savez que chaque degré de réchauffement climatique au niveau mondial cause 12% de PIB en moins en moyenne dans le monde. Parce que vous savez que 25% du bénéfice de vos entreprises
est menacé, jusqu'à 25% de votre bénéfice d'entreprise est menacé par le changement climatique. Et que vous savez ce qui est en jeu. Moi, je n'arrive pas à croire. Mais les capitalistes, ils vendront la corde avec laquelle ils seront pendus. En fait, c'est ça, c'est que de croire qu'ils sont rationnels. En fait, le problème, c'est qu'elle a l'impression qu'ils réfléchissent rationnellement par rapport à leur business. Mais parce qu'en fait, il y a plein de trucs qu'ils feraient pas s'ils réfléchissaient rationnellement par rapport à leur business. Ça me paraît évident qu'on dirait que les capitalistes, contrairement à tout le reste de la société, si tu leur dis, tu sais, c'est la pensée un peu rationaliste, quoi. Si tu leur montres qu'ils vont perdre du fric ça reste libéral, en faisant un truc qui est pas dans leur idéologie, ils vont arrêter de le faire. Mais non, ils ont une idéologie, ils ont des clichés. Même si on leur prouverait que ça leur ferait gagner du fric, ils sont quand même dans des trucs, tu vois, ils ont aussi des idées, quoi. Ouais. Des valeurs, des trucs, enfin, tu vois, des opinions. Enfin, je sais, genre, c'est bizarre, tu sais, on dirait que presque ils croient au fait que pour eux, du moment que ça fait du fric, ça les convainc. Oui. Alors que tu vois, genre des trucs, enfin, je sais pas, le nombre de boîtes qui font pas des trucs bien que ça leur rapporterait de l'argent, juste par conviction idéologique, il y en a plein, quoi. Genre, ça me paraît évident, quoi. Ouais. Je sais pas, ils auraient dû inviter Poutou à Nescazim, oui, bon, lui ça s'insulterait, quoi. Les chefs d'entreprise, venez me voir moi, ça devrait vous inquiéter. Pour me dire, Madame Tondelier, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où iront-ils? Est-ce que vous comprenez? Comment on peut les arrêter? Parce que les énergies renouvelables, Monsieur Retailleau, c'est 100 000 emplois dans ce pays. Parce que la transition écologique, c'est un potentiel d'emploi de 900 000 emplois selon l'ADEME. Et qu'on n'a pas le choix que de s'y coller. Et que je ne comprends pas qu'on n'en soit pas capable aujourd'hui, parce que la Chine est en train de prendre de l'avance. On parle de compétition mondiale, mais enfin, il y a 75% des panneaux photovoltaïques en 1990, c'était l'Europe. Aujourd'hui, c'est plus que 15%. C'est la Chine qui prend ces créneaux-là. Pas pour des raisons environnementales, je vous le concède, parce qu'ils ont compris que d'un point de vue économique, c'était intelligent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On perd de parts de marché, on laisse fermer nos boîtes. Et je vais vous dire... La Chine... C'est tellement mal connaître la Chine et La Chine, non, mais la Chine, c'est des dégénérés. Contrairement aux capitalistes français qui, eux, ils s'en fichent de l'écologie en Chine. Qui font des choix tout à fait... Les Chinois, eux, sont des sortes de fous dégénérés, le couteau entre les dents, en train de tout brûler, avec des millions de gens qui avancent au pas, avec des tuk-tuk, habillés en vert, avec des cols Mao, et ils regardent le méchant Occident. Elle est dans Tintin et le Lotus Bleu, quoi. Ouais. Genre, c'est vraiment ça, mais ça, les clichés sur la Chine, toutes les décisions qu'ils prennent, c'est bon, bref. Oui, bref. Ça m'énerve. Après, ils aiment bien faire du business quand même, mais c'est parce que ils sont en train d'accumuler. Ils sont en train d'accumuler de l'argent pour être prêts pour l'application du communisme réel en 2050. J'y crois. Reparlera. On en parlera en 2050. Ils auront plein de panneaux solaires et plein de fric. Pour faire un monde communiste. J'y crois à mort. Je n'ai pas demandé de moratoire sur les énergies renouvelables. J'ai demandé, puisque désormais ces technologies sont au niveau du prix du marché, qu'on arrête de les subventionner. Parce que nous avons... Retailleau me fait penser à Goebbels, mais oui. En fait, il a vraiment une DA nazie, quoi. Genre, c'est... Ça se voit à sa tronche. Genre, c'est incroyable. Sont au niveau du prix du marché, qu'on arrête de les subventionner. On est d'accord que... Parce que maintenant, elles sont au prix du marché, du coup, il faut arrêter de les soutenir. Il n'y a pas 10 000 exemples de trucs subventionnés au prix du marché? Oui. En fait, je vois pas la corrélation. Je comprends pas. Non, mais c'est juste une façon de faire un moratoire sans le faire, quoi. Nous avons l'électricité la plus décarbonée au monde, pas grâce à vous. Mais vous avez grâce à l'énergie nucléaire que vous avez combattue. À quoi cela sert-il aujourd'hui de financer des énergies qui ne sont pas pilotables? En fait, il a dit que c'est au même prix que les autres énergies, donc pas besoin de subventionner. Il veut que le marché se fasse, on s'entend très bien que l'industrie n'est pas assez solide et que sans subvention, ça va se casser la gueule. Bah oui. Enfin, bref, c'est pas comme si le renouvelable était aussi ancré. Bref, on s'en fiche. Je veux qu'on ait une approche simplement industrielle, une approche pragmatique. Mais vous avez eu un rapport de la Cour des comptes sur le nucléaire, c'est intéressant. Il faut des énergies renouvelables. Et pour moi, l'ossature de notre structure énergétique française, et c'est bon pour le climat, et c'est bon pour la réindustrialisation, c'est le nucléaire. Voilà. Et même la Cour des comptes dit le contraire, Monsieur Retailleau. C'est bien de critiquer quand il y a ce que vous appelez des reculs, etc. Mais quand nous, avec les députés Renaissance,
on défend un certain nombre de sujets, et notamment les énergies renouvelables. On faisait partie des seuls à voter pour maintenir les énergies renouvelables. Du moment où vous avez retiré à l'Assemblée nationale juste de mettre des panneaux photovoltaïques sur le supermarché, même ça je peux aller au bout de ce que je suis en train de dire. Oui, mais ne réécrivez pas l'histoire. Il y a eu un vote il y a quelques mois à l'Assemblée nationale sur les énergies renouvelables. Effectivement, un amendement LR qui était présenté pour faire un moratoire sur les énergies renouvelables. Et là, ils font la guerre à qui est le plus écolo. C'est vraiment les macronistes. Le débat le débat pue un peu la merde. Ah ouais, débat de merde. On comprend rien, la moitié. Moi, je veux juste un best-of de Bompard, en fait. Ouais, moi, en fait, je trouve que... Non, mais après, non, c'est bien parce qu'on a pu parler du truc et tout, mais je trouve que... En plus, il y a plein de trucs qu'on comprend rien parce qu'ils s'engueulent sur des trucs qu'ils ont pas voté, oui, machin. Et puis ils mentent à moitié en mode j'ai jamais demandé ça. Mais c'est vrai que par contre, il y a une personne qui réunit tout le monde dans la haine. Pour moi, c'est clairement de l'homophobie. Il y a que l'homosexuel qui se fait terminer par tout le monde. Et ça y est, voilà, tu te fais avoir par le pinkwashing, toi. L'homonationalisme, tout de suite, oh là là, Attal, il est au-delà de toute fait, il y a un homosexuel sur le plateau et c'est le seul qui se fait terminer par tout le monde. Il y a un sosie de Franck Dubosc et c'est le seul qui dit rien, quoi. Donc bon. Après, son truc à Marine Tondelier, à part le fait qu'elle veut absolument les séduire sur le fait qu'ils vont faire de la thune avec l'écologie. Je voudrais que vous puissiez vous exprimer aussi sur la question du rapport au travail. La question évidemment du temps de travail, la question de la rémunération du travail et la question même du statut des travailleurs. Est-ce que quand vous avez les uns et les autres commencé à dire qu'il fallait des ruptures, est-ce qu'il faut changer la question aussi du statut de la fonction publique? Est-ce qu'il faut revenir sur un nouveau modèle social? Je voudrais que chacun vous puissiez dire... C'est les 38 heures qui demandent les droits tard, non? Ouais, 38 heures, ouais. C'était qui disait ça déjà? Je sais pas, Consigny qui disait 38 heures. Si, il y a moyen. Ouais, c'était Consigny, ouais. Il est même pas allé jusqu'à 40 heures même, Consigny, par hasard? Je sais pas, ouais, peut-être qu'il a voulu faire encore plus. 39 heures ou un truc, je sais pas. Évidemment qu'il faut conforter notre modèle social et continuer à le développer, et donc faire l'inverse de ce qu'on a sous les yeux, y compris dans les propositions de M. Bayrou, et dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, l'inverse de la politique qui a consisté à faire des exonérations de cotisations sociales, parce que quand vous faites des exonérations de cotisations sociales, à la fin forcément il y a un modèle social qui est un modèle social moins financé, et on va dire aux gens maintenant on est en déficit de la sécurité sociale. Donc, mais vous changeriez quoi, vous? Mais moi d'abord je reviendrai sur les exonérations de cotisations sociales pour qu'on puisse financer notre modèle de protection sociale. Ça c'est la première chose que je pense qu'il faut, qu'il faut faire. Non, mais je pense que là, ils s'endorment, les vieux. Ah oui, ils sont en train. Ça veut dire ils ont hué au début, commence à être un peu ils ont mollement applaudi deux trucs, et là, ils sont tous complètement grabataires à se baver dessus. Pardon, peut-être là aussi, ça sera pas populaire, mais je le dis, enfin pas dans cette salle, je pense que dans le pays, ça le sera. Mais je le dis, non, je suis pas d'accord avec le fait qu'on augmente jusqu'à 6 jours de carence, comme l'a proposé Madame Vautrin, ce qui fait qu'aujourd'hui, un salarié qui va être malade, pendant toute sa première semaine, il sera pas payé, il sera pas indemnisé, parce que vous savez, comme moi, ce que ça va produire comme résultat, c'est que quelqu'un qui a une maladie pas très grave, il va venir travailler, et le risque, c'est aussi la propagation de cette maladie. Je préfère qu'il puisse être pris en charge. Si, je préfère qu'il puisse être pris en charge plutôt que pendant 6 jours. Mon salarié malade ne va pas pouvoir venir travailler, mais c'est honteux, monsieur Bompard. Comment ça, vous dites qu'il va contaminer tout le monde, mais non? Non, alors qu'eux, ils sont en mode, s'il est vraiment malade, il perdra 6 jours de taf. Oui, voilà. C'est pas grave. Au moins, ce sera sa faute de tomber malade. 6 jours de carence, c'est vraiment autant dire que les gens... Il n'y a plus d'arrêt maladie, quoi. Moi, je sais pas. Est-ce que ChatGPT, il va savoir ça? C'est quoi la durée moyenne des arrêts maladie, c'est ça? On va lui demander. Salut ChatGPT, est-ce que tu peux me donner la durée moyenne des arrêts de maladie en France en jours? En 2023, la durée moyenne des arrêts de travail en France était d'environ 23,7 jours, ce qui est un peu plus que l'année précédente. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Attends, tu parles dans l'année. Moi, je te parle chaque arrêt maladie, combien de temps il dure en moyenne? Pas. Je te pose la question, de quelle durée durent en moyenne les arrêts de travail pris par les gens? Pas dans l'année, mais par arrêt de maladie. Même ChatGPT, il capte qu'il a affaire à des attardés. Il veut même pas me répondre, les gens. Attendez. 23, c'est pas une moyenne par an. Il veut plus. Il en a marre. Il veut plus charger. Il veut plus de toi. ChatGPT, il veut plus de toi. Attends, mais il y a des arrêts de 2 ans, 23 jours de moyenne, ça peut être possible. Ah, vous voulez dire... Et la médiane, là, on saurait. Oui, mais sauf qu'il n'a pas la médiane. Parce que la médiane, ce serait une donnée de gauche.
Ouais. Alors que la moyenne est une donnée de droite. Exactement. C'est horrible. Il m'a répondu la durée médiane, c'est 8 à 10 jours. 8 à 10 jours. Putain, mais les gens, ils se prennent des arrêts maladie. Non, ça veut dire que t'as en gros 8 à 10, t'as autant de monde qui en prennent moins de 8 que de monde qui en prennent plus de 8. Et après, ça peut aller jusqu'à... À chaque fois, moi, je prenais 3 jours, j'étais content, mais je suis con, en fait. On se prenait 4 jours pour... C'est terrible, j'aurais dû prendre des arrêts maladie d'une semaine, 2 semaines. Non, mais là, ce qui reste, c'est que ce qui va être concerné, c'est les petits arrêts maladie. Parce que moi, j'avais le cliché que globalement, les gens, ils prennent 3-4 jours d'arrêt, quoi. Et que 6 jours, ils vont se faire baiser. Oui, après c'est le médecin qui choisit quand même, oui. Oui, parce que aussi le gros problème du truc des arrêts maladie, c'est que du coup ça veut dire que l'État décide à la place des médecins. Puis 2022, les arrêts longue durée de plus de 8 jours ont tendance à structurellement baisser. Mais les courtes durées 3 à 7 se font plus nombreux. Oui. Donc ils veulent faire 6 jours parce que pour moi, quand t'es un bon droitard, voilà. Tu dis 6 jours de carence parce que tu sais que ça va te faire économiser plein de fric. Parce qu'il y a plein de gens qui prennent à peu près 6 jours d'arrêt de maladie. Comme ça, tu les baises. Je refuse catégoriquement la logique qui consiste à penser que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y aurait en quelque sorte une horde de travailleuses et de travailleurs qui ne voudraient pas travailler, alors que plein d'emplois vacants seraient disponibles pour eux et qui ne voudraient pas les prendre en charge. C'est la logique intellectuelle qui a conduit à ce qu'on a déjà fait 3 ou 4 réformes de l'assurance chômage et qui sont traduites par le fait qu'il y a des gens qui sont encore plus dans une situation difficile. Aujourd'hui en France, il y a un emploi non pourvu pour 26 personnes qui recherchent un emploi. Donc essayez de faire croire que la difficulté aujourd'hui du chômage, c'est le fait qu'il y a des gens qui ne voudraient pas travailler, ça ne correspond pas à la réalité économique du pays. Si on veut apporter une réponse qui correspond à la réalité économique du pays, il faut avoir des politiques de création d'emplois. Et pour avoir des politiques de création d'emplois, il faut avoir une forme de planification. Moi, j'ai une bonne méthode pour créer de l'emploi. Ouais. Semaine de 25 heures. Ouais, ça va grave créer de l'emploi, je suis d'accord. Il va y avoir du temps de travail vidé, quoi. Bah ouais. Même semaine de 20 heures en vrai. Bah ouais. Même 15 heures au pire. Ouais. Tu fais la semaine de 18 heures, tu doubles littéralement le nombre de travailleurs. Bah voilà. Bah c'est réglé. Après là, il n'y a plus assez de monde du coup. Oui. Après, la vérité, c'est que moi je vois dans plein de tafs que j'avais, sur une semaine de 35 heures, il y avait au moins pour tout le monde 10 heures inutiles où tu fais semblant de taffer parce qu'on t'oblige à rester au taf jusqu'à la fin. Oui, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans la boutique et oh là là, ce serait absolument terrible s'il n'était pas déjà debout au lieu d'être assis. Parce que ça ne fait pas venir les clients si tu es assis, parce qu'on a l'impression que tu es nonchalant. À la limite, dans le commerce, tu vois, il y a des horaires d'ouverture, vas-y, bref. Je pense à la question du numérique, je pense à la transition écologique, évidemment, on en a parlé. Je pense à la question du spatial, par exemple. Là, oui, on a des politiques intelligentes à mettre en place pour faire en sorte qu'on ait des politiques de création d'emplois. C'est quoi vos tafs où vous faites rien 2 heures par jour, ça m'intéresse. Mais je pense que tu sous-estimes le nombre de bullshit jobs où les gens branlent rien 2 heures dans la journée. Déjà, les 3/4 des emplois à Zawaprod. Et justement, nous, on fait la semaine de 15 heures, payé 35, nous. Quand je dois rester seul au bureau jusqu'à 18h30, alors il n'y a personne au siège à partir de 17h. Oui, mais j'imagine, t'as 1h30, tu pourrais juste te barrer, on s'en branle. Regarder un hôtel en plein hiver, c'est long. Bah ouais, typiquement. Bah, les 4 dans les bureaux, c'est ça, bah oui. Les veilleurs de nuit dans les hôtels, là. J'emploie du fait que tu dois attendre. Mais après, ça, c'est différent. Parce qu'il y a vraiment il y a vraiment des tafs. Et moi, je le vois, genre des trucs où, en commerce, qui arrivait souvent, des tâches de nettoyage, de machin, de trucs, etc. Où toi, t'es présupposé, par exemple, tout l'après-midi, tu dois nettoyer une chambre froide. Et il y a des vendeurs qui sont en magasin et qui sont bien assez pour faire tenir, parce que de toute façon, toi, cet après-midi-là, t'es celui qui nettoie la chambre froide. Tu dois y passer 4 heures. Mais moi, je pouvais nettoyer la chambre froide en 1 heure, 1 heure et demie. Mais quand j'avais fini 1 heure et demie à nettoyer la chambre froide, il y avait bien assez de monde en magasin, donc j'aurais pu pouvoir me barrer. Mais si j'ai fini en 1 heure et demie de nettoyer ma chambre froide, ce que j'étais censé faire en 4 heures, bah, je me retrouvais à être un vendeur inutile en plus dans le bordel, alors que j'avais fini ma tâche, tu vois. Et le problème de ça, c'est qu'il y a l'angoisse gauchiste du travail à la tâche. Oui. Et du coup, machin, etc. Mais c'est là que c'est compliqué à gérer, tu vois. Mais en même temps, en termes d'organisation du travail, tu pourrais avoir un salarié régulièrement qui tourne, et ce jour-là, plutôt que le jour où tu fais la chambre froide, eh ben, en vrai, tu te barres plutôt que les autres parce que c'est le jour où tu as passé 1 heure et demie dans moins 15 degrés, en fait. Donc, ça serait peut-être pas un problème que 2 fois par semaine, t'es un des salariés qui se barre 3 heures avant les autres parce qu'il a fait le truc horrible de passer 1 heure et demie dans une putain de chambre froide à gratter de la glace. Bref, là, c'est pas du travail à la tâche, c'est juste de l'organisation du travail plus équilibrée, quoi. Ça me paraît pas être complètement con, quoi. Qui permettent d'augmenter le nombre de personnes qui sont en emploi. Parce que si on augmente le nombre de personnes
personnes qui seront en emploi, on n'aura plus de problème de financement de notre protection sociale et de notre modèle social. Fabien Roussel. Apolline de Malherbe, je voudrais faire une très brève intervention. Mes chers amis, je commence par vous Elle rapporter... avait donné la parole à Fabien Roussel, il dit attends, avant que le Coco y parle. Voilà. On finit sur le vieux fou du MEDEF. Je suis intervenu l'an passé à la Fête de l'Humanité, je me suis confronté à Sophie Binet, et les rares fois où dans l'assistance il y a eu des mouvements d'humeur à mon égard, quand ça n'était pas Sophie Binet elle-même, c'était le médiateur du débat qui a demandé à l'assistance de rester respectueuse. Nos invités nous font l'honneur d'intervenir devant nous. Il a vu que Fabien Roussel prend la parole, il a dit alors ne le huez pas. Commencez pas, voilà, calmez-vous. Surtout qu'ils font que huer les gens de gauche depuis le début, qui commencent à se sentir un peu mal à l'aise. La respectabilité du droitard est remise en question. Ouais, bien sûr. Ah, le suceur. Chacun a sa sensibilité, ses convictions. Il n'est pas interdit d'applaudir, pour autant. Mais je vous demande, c'est donc ça ma demande, de bien vouloir les respecter. Merci. Merci Patrick Martin pour ce message, pour faire respecter les mêmes règles qu'à la fête de l'UMA. Vous êtes encore invité cette année, c'est le 12, 13 et 14 septembre. Je vous invite à y venir et vous y prendrez une bonne dose de bonheur. Le bonheur. Le bonheur commun doit rester un idéal. Et nous considérons, nous, que pour reconstruire cette France des jours heureux, je pense que c'est ma plus grande déception politique de l'histoire. Carrément. Moi, j'ai envie d'aimer Roussel. En fait... No king shaming, mais... Non, mais... Si il avait des bonnes idées politiques, moi j'aimerais bien son côté je me filme au camping avec du Benko mon pain perdu. Oui, c'est vrai. Le côté pinard, le côté gros plateau de fruits de mer à la fête de l'UMA et tout. Oui. Mais le problème c'est qu'il dit trop de dingueries. Mais vous moquez que du côté pinard. Alors que le problème c'est que le côté pinard n'est pas assez compensé par les trucs basés. Bah oui, c'est ça. Parce qu'en vrai... Mais il n'y a pas besoin de compenser le pinard. C'est bien de boire du pinard et de manger des fruits de mer à la fête de l'UMA. Qui n'aime pas faire ça? Oui, mais si t'as des takes éclatés et l'eau qui est raciste, en mode la sécurité, bah oui, le narcotrafic, dès qu'on parle d'économie, oui, c'est ça. Bah là, ton pinard, il devient un petit peu suspect, quoi. Cette France du bonheur commun, oui, le travail doit être mis au cœur du projet de société, au cœur de la reconstruction de la France. J'en ai fait un livre intitulé « Le parti pris du travail ». Recherche midi, encore accessible dans les librairies, tant que vous voulez. Et c'est aussi une adresse à votre égard et à tous les Français. Parce que quand effectivement on parle de la dette, de la crise, du budget, et qu'il nous faut des recettes nouvelles, qu'il nous faut des richesses nouvelles, nous ne produirons pas des richesses sans salariés, sans chefs d'entreprise, sans investissement, sans capitaux. Communiste, qui dit qu'on ne peut pas produire de richesses sans chef d'entreprise, c'est un communiste qui veut revenir au paternalisme ouvrier. Un communiste qui dit qu'on ne peut pas produire de richesse sans chef d'entreprise, ne peut pas être communiste. Oui, il veut revenir au paternalisme, il veut revenir à littéralement. Enfin, oui, c'est le PCF, les gens, ouais. Incroyable. Hein. Elle est dans la collectivisation des moyens de production, ça. Au moins, la fille, ils se prétendent pas communistes. Ça veut dire, tu sais, que tu t'engages dans un truc réformiste qui bouffe avec Serge Dassault. Mais même ça, jamais la fille, elle dit on a besoin de chef d'entreprise. Arrête, sois honnête. À la rigueur, tu peux reprocher à la fille de faire trop les cosplays de communistes. Quoi ? Parce que leur programme est pas exactement, etc. En mode ça parle trop de révolution alors que PTDR c'est des réformistes, ok. Mais du coup, ils disent jamais ce genre de dinguerie. Bah, qui ? Vas-y, qui ? Mais bien sûr que si. Mais Mélenchon, il allait bouffer avec Serge Dassault. Au moins, défendez le fait. Oui, mais il dit pas on a besoin de patrons, s'il vous plaît, on a besoin de vous, aidez-nous. Mais si, justement, Mélenchon, il a eu des avis en mode moi, je veux. Le truc depuis quand c'est profite et tais-toi, moi je veux des patrons qui participent à l'effort commun et tout. Il a dit sur l'armement. Mais qui peut vivre décemment avec un SMIC dans notre pays tellement il est bas? On l'entend de partout, parce que les factures ont fortement augmenté à côté. Et donc vous l'augmentez encore plus? Comment? Vous voulez l'augmenter? Mais la première chose qu'il faut faire, bien sûr, c'est d'indexer les salaires, tous les salaires sur l'inflation.
d'augmenter les salaires et faire en sorte que le travail puisse nous permettre de vivre et de vivre dignement. Pas seulement de réussir à joindre les deux bouts, mais de se sentir heureux, de pouvoir partir en vacances, élever ses enfants, avoir des moments de bonheur et quelque part faire tourner le pays. Quand vous augmentez les salaires dans notre pays, ils vont pas faire de l'évasion fiscale. Ceux qui vont gagner 100, 200, 300 euros de plus, dit-il devant ils vont le dépenser dans l'économie. Et ce que je souhaite, c'est que ce qu'ils dépensent, ça nous fasse tourner l'économie et que justement on produise plus en France ce dont on a besoin. Et donc ça va de pair. Je finis sur le travail. Ça va de pair avec la relocalisation de notre industrie, mais vraiment. On va relocaliser, mais vraiment. On se retrouve une pizza. Avec les pizzas de Tondelier. Et on renationalise, mais vraiment. Voire depuis 8 ans, mais on a toujours continué de délocaliser notre industrie. Et c'est le Parti communiste qui vous le dit. Moi, ça me fend le cœur quand les entreprises, elles partent en Chine. Je demande à ce qu'elles restent en France et qu'on produise en France ce dont on a besoin en France. Produire français, ça doit rester un beau slogan. Et on doit être fier du Made in France. Est-ce que ça doit se faire par des contraintes? Est-ce que ça doit se faire par des interdictions? Ou est-ce que ça doit se faire par des incitations? Bon, ça me fatigue. Ouais. Je suis favorable au système chinois, des patrons qui doivent garantir d'être des patrons de gauche, et sinon, quick, tu sautes et t'es remplacé par un autre. En Chine, en plus, ils disparaissent, on sait pas où ils sont. Peut-être qu'on moi, n'est pas je suis obligé d'en favorable à une arriver là. version encore plus pacifique que ça. C'est juste, tu t'en vas, quoi. Alors, vite fait, en tout cas, pour conclure, ouais. Sur le débat, en vrai, on a pu voir... c'est un peu intéressant, etc. Après, moi, je trouve... Bon, je pense que Bompard reparle après, mais je trouve que Bompard, dès qu'il prend la parole, il est vraiment bon. Ouais. Mais je trouve qu'il a un skill à apprendre en débat. C'est couper la parole. C'est un peu plus s'imposer. Parce qu'il faut pas trop couper la parole. Non, mais sinon tu quitte à faire des petites interjections un peu assassines. C'est un peu genre, tu mets une pique, c'est pas pour prendre la parole, mais pour dire ah bah. C'est ça, parce que aussi, si tu coupes trop la parole, tout le monde te déteste. Oui. Ça veut dire qu'il faut doser. Parce que les Jean-Michel, je coupe la parole toutes les 2 secondes. C'est horrible et ça donne envie de crever. Mais. Oui, exactement. Ça donne envie de crever. Mais non, mais c'est juste faire des petites piques assassines. Trop graille un peu. Plus de répartie, ouais. Tondelier et Roussel, eux, ils ont une stratégie de non, mais les entreprises, en vrai, vous avez intérêt à nous aimer. Je comprends pourquoi ils font ça, même si moi, je trouve vaut mieux y aller en mode un peu coup de pied dans la fourmilière et se les aliéner et être vraiment en mode vous êtes nos ennemis. Après, voilà, c'est leur stratégie. Bompard l'a moins fait qu'eux, même si en vrai, il est pas non plus rentré dans la confrontation, mais il était quand même bon. Je veux dire, il était quand même en mode oui, désolé, ça va pas vous plaire. Alors que les deux autres étaient vraiment en mode ah non, mais en vrai, vous allez faire du fric avec nous, vous inquiétez pas, la France. Oui, ils ont trop essayé de les rassurer. Oui, c'est ça. Après, c'est leur stratégie de respectabilité qu'ils ont habituellement, quoi. Ouais. Moi, je trouve que Tondelier, par exemple, c'est plus imposé que Bompard au final. Et que dans ses interventions, Tondelier, ce qui est marrant, c'est que c'est très Tondelier, je trouve très élevé. C'est que c'est une partie où je suis vraiment d'accord et d'un coup, elle se met à dire des dingueries en mode c'est pas bon pour les affaires. Ça me fait pas bander pour les présidentielles, ces débats. Mais si, on va quand même s'amuser, vous inquiétez pas. Oui. En fait, les débats présidentiels, c'est toujours autant de déplaisir que de plaisir, moi je trouve. C'est que c'est horrible parce que t'as des libéraux complètement dégénérés qui disent des trucs qui n'ont aucun sens et personne ne leur dit quoi faire. Ça, c'est que le problème, c'est que tu dois avoir une égalité de temps de parole et du coup, la droite parle autant que la gauche, quoi. C'est ça, alors qu'on ferait mieux de les obliger à se taire, si tu veux mon avis. Mais ouais. Ciao, à la prochaine. Salut.